L'histoire commence lorsqu'un premier Kaiju intergalactique envahit la Terre. Malheureusement, ce n'était que le début car un flot incessant de Kaiju apparut bientôt pour anéantir l'humanité. Pour contrer cette menace de fin du monde, l'humanité rassembla son meilleur personnel et sa meilleure technologie de chaque nation et établit la force de défense anti-Kaiju appelée Herd. Cette force rencontra un certain succès, mais les dégâts étaient encore lourds, et la guerre s'éternisait sans fin en vue. Jusqu'à ce qu'un jeune sauveur émerge. Notre protagoniste s'appelle Tetsuo, et il regarde d'autres enfants jouer. Il est très timide, et il s'enfuit quand il lui demande s'il veut se joindre à eux. Un jour, Tetsuo tombe par hasard sur un robot qui proteste contre la violence envers les robots. Il veut que ses droits en tant que robot soient reconnus, et il refuse de s'auto-détruire. Le chercheur principal arrive, et les autres lui disent qu'ils ne peuvent pas entrer dans le laboratoire. Son nom est Kojika, et le robot dit que ce type est le principal problème. Kojika veut qu'il se précipite sur le Kaiju et qu'il s'auto-détruise. Kojika ne le nie pas, et il rappelle au robot qu'il n'est qu'un prototype. Ils l'utiliseront comme une bombe autonome pour se débarrasser des Kaiju. Il n'y aura pas de victimes humaines, alors il appelle cela une grande innovation. S'ils peuvent produire en masse plus de ces robots, cela changera la donne dans leur combat contre les Kaiju. Le robot dit qu'il veut juste vivre, et Tetsuo est clairement inquiet. Juste à ce moment, les alarmes de la ville se font entendre alors que les Kaiju attaquent. Les chercheurs courent pour sauver leur vie, mais Tetsuo reste pour parler avec le robot. Kojika est également resté parce qu'il veut tester un robot qu'il appelle Snowman. Malheureusement, on l'informe que son fils est monté à bord de Snowman et en a pris le contrôle manuel. De retour avec Tetsuo, nous voyons qu'il est à l'intérieur du robot et qu'il lit le manuel d'instruction. Snowman perd la raison car il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit à Tetsuo qu'il ne devrait pas être ici parce que c'est trop dangereux. À proximité, Kojika explique qu'il n'y a rien à craindre car il n'a ajouté le cockpit qu'à des fins d'entraînement. Snowman est impossible à contrôler, et Tetsuo devrait être un génie pour le piloter. Malheureusement pour eux, Tetsuo est un génie, et il prend le contrôle du robot. Snowman le supplie d'arrêter car il y a un risque qu'il explose. Tetsuo lui dit avec confiance de ne pas s'inquiéter car il fera en sorte qu'il n'ait pas à perdre la vie. Les chercheurs sont alors stupéfaits lorsque Tetsuo emmène Snowman dans les airs. Kojika ne comprend pas ce qui se passe, et il réalise seulement maintenant que Tetsuo est un génie. Des heures plus tard, un reportage dit que quelque chose d'incroyable vient de se produire. Un robot encore en développement a abattu un Kaiju à lui seul. Ce qui rend cela encore plus incroyable, c'est que le pilote du robot n'a que 9 ans. Kojika révèle au monde que c'était son fils, et que le robot qu'il a utilisé peut aussi exploser. Les gens sur les réseaux sociaux les appellent des sauveurs, et ils veulent tous savoir si le duo continuera à participer à la bataille. Kojika change complètement sa position antérieure car il ne veut pas gâcher cette opportunité. Il dit, bien sûr qu'ils continueront à se battre, et il déclare que Snowman n'est pas une sorte de bombe jetable. Pendant ce temps, Tetsuo fait une crise de panique absolue parce que tout le monde le regarde. Au fil du temps, Tetsuo continue de se faire un nom. Ses actes héroïques sont devenus plus courants, et nous voyons qu'il a grandi. Snowman a reçu plusieurs améliorations, et la guerre est sur le point d'entrer dans sa phase finale. Tetsuo a dominé les Kaiju, et tout le monde est sûr que leur sauveur apportera la paix à l'humanité. 10 ans plus tard, nous trouvons Tetsuo sur un croiseur intergalactique. Il lit un livre sur les 777 étapes pour se faire des amis. Avant qu'il ne puisse lire la première étape, une annonce explique qu'ils sont à 40 minutes de la bataille finale. Tetsuo est appelé et on lui demande de monter à bord de Snowman. En chemin, des filles lui disent qu'elles comptent sur leur sauveur. Tetsuo dit qu'il fera de son mieux, et il part se préparer. Il se lance dans l'espace, et il dit à Snowman qu'il l'appelle désormais Yukio, pour le laisser monter à bord. Yukio est vraiment déçu car il voit que Tetsuo a encore une fois fui l'interaction humaine. Tetsuo aimerait être resté calme en parlant aux filles, et il n'arrive pas à croire qu'il est un tel loser. Il n'a toujours pas appris à parler aux gens parce qu'il a passé toutes ces années de formation à combattre des Kaiju. Yukio lui dit de ne pas abandonner et de continuer à essayer de se faire des amis. Tetsuo dit qu'il va bien parce qu'il a Yukio, mais Yukio fait remarquer qu'il dit cela depuis 10 ans. Tetsuo explique que se faire des amis n'est pas facile car il faut d'abord franchir 777 obstacles. C'est selon le livre intitulé « Comment même un Kaiju peut se faire des amis », alors Tetsuo dit qu'il est trop tard pour lui. Juste alors, le capitaine de Tetsuo, nommé Mist, informe notre héros de la situation. Leur vaisseau va bientôt arriver à la horde de Kaiju. Une fois qu'ils engageront la cible, Tetsuo se séparera du vaisseau, et le vaisseau se dirigera vers le centre de la horde. Ils tireront leur laser infini qui peut déchaîner des dégâts sur un rayon de 1000 km. Ce faisant, ils anéantiront toute la horde de Kaiju. Le problème principal est le temps qu'il faudra pour atteindre le point de lancement, c'est là que Tetsuo entre en jeu. Yukio dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter car lui et Tetsuo vont faire des ravages. Ils attireront l'ennemi près d'eux et élimineront les SEM. Leur réunion se termine, et Tetsuo réalise qu'il a encore gâché une interaction humaine. Au lieu de dire « oui madame » comme une personne normale, il a simplement dit « oui ». Yukio n'est pas inquiet pour cela car il veut juste rentrer chez lui avec une victoire.
Leur rêve est sur le point de se réaliser, et ils doivent juste accomplir cette mission. Juste alors, leur plaisir prend rapidement fin alors que plusieurs Kaiju sont apparus. Le reste de l'équipage est horrifié car il y en a tellement. Il y a une mer sans fin de Kaiju, et ils sont tous énormes. On dit à tous les membres d'équipage qu'il est temps que la mission commence. Tetsuo marque une pause et se rappelle qu'il veut devenir quelqu'un de valeur. Yukio l'appelle et lui dit que l'ennemi est arrivé. L'attitude de Tetsuo change complètement, et il déclare avec confiance qu'il est temps d'y aller. Ils sont prêts, alors Tetsuo active son stylo 7 épées. Leur attaque laisse tout le monde stupéfait car ils ont éliminé plusieurs Kaiju d'un seul coup. Mist rappelle à tous que Tetsuo est leur sauveur, et elle est sûre qu'ils vont gagner. Ils arrivent finalement au point de lancement, alors Mist dit à tout le monde qu'il est temps de sauver leur planète. Ils se préparent à tirer le laser infini, et cela forme une gigantesque boule d'énergie devant leur vaisseau. Mist ordonne de tirer, mais tout le monde est choqué lorsque leur attaque disparaît simplement. Malheureusement, on annonce à Mist que leur système laser vient de planter, et que le laser infini ne peut pas être tiré. Mist ne comprend même pas ce que cela signifie car cela n'est jamais arrivé auparavant. Elle se calme et déclare qu'ils doivent passer au plan B. Ils résisteront à l'attaque des Kaiju et rappelleront Tetsuo et Yukio. Malheureusement, cela n'arrive pas car le vaisseau commence à s'arrêter. Tout le système d'attaque et les générateurs de boucliers ne répondent plus. Les choses prennent une tournure très sombre car les défenses du vaisseau ont été complètement anéanties. Mist ne peut que regarder avec terreur alors que les Kaiju s'écrasent sur le vaisseau. L'équipage est traîné dans l'espace, et Mist crie alors que sa vie prend fin. Tout cela se passe en un éclair, et Tetsuo est stupéfait alors que le vaisseau explose. Yukio n'en croit pas ses yeux non plus, et il se demande si cela signifie que l'humanité a perdu. Tetsuo dit à Yukio de se calmer pour qu'il puisse retourner au vaisseau. S'il reste ne serait-ce qu'une personne en vie, ils doivent la sauver. Yukio est toujours inquiet, mais Tetsuo déclare que la mission n'est pas encore terminée. Ils continueront à se battre, et ils vaincront le reste des Kaiju ensemble. Des heures plus tard, nous voyons que Tetsuo est complètement épuisé, et ils ont éliminé plusieurs Kaiju. Malheureusement, ils sont bien trop nombreux, et un nombre incalculable d'entre eux reste encore. Yukio a subi de graves dégâts, et il a même perdu un bras maintenant. Yukio commence à perdre espoir car il réalise qu'il n'y a tout simplement aucun moyen pour eux de gagner. Tetsuo n'a d'autre choix que d'être d'accord avec lui, et il dit qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. La seule chose qu'ils peuvent faire est de réduire le nombre de Kaiju à un nombre gérable pour les forces survivantes sur Terre. Ils y parviendront en activant le mécanisme d'autodestruction de Yukio. Tetsuo déteste cela car il avait promis que Yukio n'aurait jamais à le faire. Cependant, ils n'ont pas d'autre choix. Ils sont tous les deux d'accord, alors Tetsuo dit qu'il est temps pour eux de sauver la Terre ensemble. Alors que les Kaiju attaquent le corps de Yukio, il prend la situation à la légère. Il plaisante avec Tetsuo en lui faisant remarquer qu'au final, il n'a jamais réussi à se faire un seul ami. Tetsuo ne veut pas être moqué en ce moment car il cherche la commande d'autodestruction. De plus, il se moque de finir sa vie sans un ami humain car il a encore Yukio. Yukio se demande s'il n'a vraiment aucun regret, et Tetsuo dit qu'il n'en est pas sûr. Il repense à plusieurs moments de sa vie et à la façon dont il a passé la majeure partie de son temps à combattre des Kaiju. À un moment donné, cela ne lui a plus fait de mal de voir d'autres personnes avec des amis. Il a cessé de s'en soucier il y a quelque temps, alors il dit à Yukio qu'il va bien maintenant. Il remercie ensuite Yukio d'être resté avec un type comme lui tout ce temps. Yukio est également reconnaissant car Tetsuo le voyait comme plus qu'une simple bombe et lui a donné un nom. Tetsuo remarque que Yukio est soudainement devenu silencieux, et il est choqué par ce qui se passe ensuite. Yukio reprend le contrôle total de lui-même et explique qu'il se sent coupable de quelque chose. Tetsuo essaie désespérément de reprendre le contrôle car il sait ce que Yukio s'apprête à faire. Yukio explique que son crime était de voler Tetsuo en le forçant à passer les 10 dernières années à ne pas vivre une vie normale. Yukio se blâme d'avoir forcé Tetsuo à combattre les Kaiju avec lui et rien d'autre. Tetsuo dit désespérément qu'il est heureux avec Yukio, et qu'il ne choisirait d'être avec personne d'autre. Il supplie Yukio de lui rendre les commandes, mais il est trop tard. Yukio a activé la capsule d'évacuation d'urgence pour Tetsuo, et un compte à rebours commence. Yukio déclare qu'il ne pourrait jamais laisser Tetsuo mourir parce que Tetsuo était celui qui lui a donné la vie. Le compte à rebours se termine, et Tetsuo est lancé en sécurité dans la capsule d'évacuation. Il crie vers Yukio, sachant qu'il n'y a rien qu'il puisse faire. Yukio révèle que son véritable rêve est que Tetsuo retourne sur Terre et vive enfin une vie heureuse. Il dit qu'il veut qu'il se fasse beaucoup d'amis, et Tetsuo se met à pleurer. Il dit à Yukio de ne pas s'inquiéter, et il promet de se faire au moins 100 amis. Yukio dit qu'il est soulagé, et ses mots s'avèrent être ces derniers. Son autodestruction s'active, et elle anéantit la horde de Kaiju. Un moment plus tard, la capsule désactive le sommeil cryogénique alors que Tetsuo est arrivé à destination. Son emplacement actuel est la région de Tokyo au Japon. L'écran que Tetsuo regarde révèle qu'il a été en sommeil cryogénique pendant 8 ans. Tetsuo est horrifié d'apprendre cela car cela signifie que cela fait 10 ans qu'il a quitté la Terre. Il est techniquement un adulte même s'il n'a pas vieilli,
et il se demande s'il pourra se faire des amis comme ça. Tetsuo élabore un plan, qui est de s'enfermer dans sa pièce en isolement total. Ainsi, il pourra passer du temps à recueillir des informations sur le nouveau monde avant de sortir pour se faire des amis. Tetsuo quitte la capsule, et il est choqué quand une énorme foule commence à l'acclamer. Ils l'appellent leur sauveur, et ils disent tous qu'ils veulent être amis avec lui. Tetsuo ne pourrait être plus heureux, et il dit à Yukio qu'il a tenu sa promesse. Cela s'avère n'être qu'une rêverie de Tetsuo, et il espère que cela se passera ainsi. Malheureusement, Tetsuo est stupéfait quand il voit à quoi ressemble vraiment le monde. Il est complètement gelé alors que ce devrait être l'été en ce moment. La scène est absolument horrible alors que nous voyons que la planète entière est maintenant recouverte de glace. Tetsuo est complètement stupéfait de voir que le monde est en ruine. Yukio a donné sa vie, mais le monde a quand même fini par être gelé. Tetsuo trouve un peu d'espoir en se demandant si seule cette ville a été touchée. Il se précipite à l'intérieur de la capsule, espérant que le Japon et le reste du monde vont bien. Il vérifie les journaux enregistrés par la capsule de secours, et Tetsuo est horrifié. La planète entière est recouverte de glace, et il ne comprend pas comment c'est possible. Il n'y a eu aucun signe de vie jusqu'à présent, alors il ne peut que se demander si la civilisation a aussi été anéantie. Tetsuo se souvient qu'il a fait une promesse à Yukio de se faire des amis, mais cela sera impossible s'il n'y a pas de gens. Après 22 heures à être déprimé, Tetsuo commence à avoir faim. Il devrait y avoir des rations quelque part sur cette capsule, alors Tetsuo part à leur recherche. Juste à ce moment, Tetsuo entend la voix de Yukio, mais ce n'est qu'un enregistrement. Cela vient des derniers instants de Yukio lorsqu'il a révélé quel était son vrai rêve. Dans ces derniers instants, Yukio voulait que Tetsuo retourne sur Terre et vive une vie normale et heureuse. Mais surtout, il voulait que Tetsuo se fasse énormément d'amis. Tetsuo retrouve sa motivation pour avancer, alors il mange quelques rations et sort. Il prévoit de tenir sa promesse, donc son objectif est de se faire des amis quoi qu'il arrive. Tetsuo dit que la clé pour y parvenir se trouve dans le livre qu'il a lu des centaines de fois. C'est le livre appelé Comment même un Keiju peut se faire des amis, et il est écrit par le professeur Loni Aoki. La première étape sur 777 est de quitter la maison et de rencontrer des gens. Tetsuo est prêt à faire exactement cela, alors il quitte la capsule. La capsule servira de base, et il cherchera des survivants. Il y a de la neige partout et aucun signe de vie. Juste à ce moment, Tetsuo est stupéfait lorsqu'il rencontre un homme étrange. Il trébuche sur le gars pour découvrir qu'il n'est pas du tout vivant. Alors qu'il repose l'homme, Tetsuo pense à quel point les choses sont terrifiantes. Ce type est mort gelé, et c'était si grave qu'il s'est brisé trop facilement. Tetsuo remarque que le gars avait un véhicule, et il est ravi de voir qu'il fonctionne toujours. Il l'utilise pour se déplacer, et il remarque qu'il peut aussi contrôler une pelle avec un levier. C'est une excavatrice, et Tetsuo détermine que c'est un véhicule parfait pour explorer un monde couvert de neige. Il tombe alors sur un trou géant dans le sol et réalise à quel point c'est effrayant. Tetsuo dit que son objectif devrait être de trouver un endroit où les humains vivent peut-être encore, et il réalise que le meilleur endroit serait sous terre. Il va vérifier le trou car il est sûr qu'il y aura des tonnes de gens là-dessous. La première étape sera de leur crier dessus pour qu'ils puissent le laisser entrer. Malheureusement pour Tetsuo, son antisocialité handicapante ne lui permet pas de faire cela. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse crier vers un groupe de personnes inconnues. Alors qu'il pense à ses échecs, une bête géante apparaît derrière lui. Tetsuo court pour sauver sa vie, et il ne peut pas croire qu'il y a encore des Keiju dans les parages. Tetsuo se demande s'il devrait s'arrêter et se battre, mais il n'a aucune arme. Son seul espoir est de s'en éloigner, alors il se précipite dans le trou. Au fond, Tetsuo est choqué de voir la terre qu'il a autrefois connue. C'est sa maison, mais elle est complètement gelée. Tetsuo commence à perdre espoir, mais il se souvient de sa promesse à Yukio. Il se relève, mais le Keiju réapparaît. Tetsuo déclare que ce n'est que le début, donc il ne peut pas perdre sa vie maintenant. Il se précipite droit sur le Keiju avec l'excavatrice, et il l'empêche de le dévorer en utilisant la pelle. Alors qu'il combat la bête, Tetsuo analyse la situation. Le Keiju veut le dévorer, et tout ce que Tetsuo a, c'est cette mini-pelle. Heureusement, les attaques du Keiju sont linéaires, donc Tetsuo peut les esquiver. Le seul problème est qu'il n'a aucun moyen de contre-attaquer. Le Keiju attaque à nouveau, et Tetsuo ne peut que la bloquer. Il se calme et se rappelle qu'il a juste besoin de faire ce qu'il a toujours fait. Il doit utiliser tout ce qu'il a à sa disposition et concevoir une façon de gagner. L'attaque du Keiju est incessante, et l'excavatrice de Tetsuo subit d'énormes dégâts. Tetsuo continue de se battre, mais sa pelle finit par se briser. Cela l'arrange car il prévoit d'utiliser le bord tranchant comme une arme. Juste à ce moment, Tetsuo repense à quelque chose que son père lui disait toujours. Son père disait toujours que ce qui rendait Tetsuo important, c'était sa capacité pure à éliminer les Keiju. Tetsuo se précipite sur la bête et utilise le bras de la pelle brisé comme une lance. La bête le consume, mais Tetsuo parvient à la transpercer avec son arme improvisée. Le Keiju est vaincu, et nous voyons d'autres personnes pour la toute première fois. Ils se demandent ce qui s'est passé, et ils ne peuvent pas croire qu'ils sont tombés sur un Keiju entier.
Alors qu'il célèbre, Tetsuo sort de la gueule du Keiju. Tetsuo est choqué de voir d'autres personnes pour la première fois, et elles sont toutes aussi surprises de le voir. Il est ravi d'avoir enfin trouvé des humains, mais ils sont terrifiés parce qu'ils pensent qu'il est une sorte de monstre. Tetsuo devient émotif alors qu'il dit à Yukio qu'il a trouvé des survivants. Malheureusement, ils sont toujours terrifiés par lui, et ils disent à l'esprit maléfique de disparaître. Leur chef nommé Ao lui dit de se calmer car ce gars est visiblement humain. Tetsuo se souvient qu'il est en mission, alors il se rappelle la prochaine étape pour se faire des amis. Après avoir fait la rencontre, Tetsuo est censé faire quelque chose tout en souriant. Il ne se souvient pas de quoi il s'agit, mais il n'y a pas de temps à perdre. Tetsuo leur sourit, mais son sourire hideux ne fait qu'empirer les choses. Les autres sont vraiment terrifiés, et ils traitent Tetsuo de dérangé. Malheureusement pour notre héros, il est épuisé, et il finit par s'évanouir. Tetsuo fait alors un rêve sur un moment où Yukio l'a critiqué pour avoir lu un autre livre de procédure qui n'a aucune objectivité. Tetsuo lui a assuré que celui-ci était différent car il était écrit par quelqu'un nommé Lonely Awaki. Il a dit que le livre devait être bon parce que Lonely était une personne avec plus d'1 million d'amis. La seule préoccupation de Tetsuo était que les gens ne s'intéressent pas à lui quand il n'est pas avec Yukio. Alors que Tetsuo se réveille, il se souvient que la deuxième étape du livre est de s'identifier. Tetsuo remarque qu'il est dans une grotte de glace, et il se demande où sont passés ces gens. Juste à ce moment, il est choqué quand il voit qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant. Il y en a des tonnes, et il démonte le Keiju. Tetsuo est déterminé à les faire tous devenir ses amis, mais il réalise qu'il est attaché pour une raison quelconque. Tetsuo n'est pas inquiet car il sait comment se libérer. Il s'est disloqué les bras de nombreuses fois en pilotant Yukio, donc ce n'est pas grave. À proximité, les gens de tout alors célèbrent leur trouvaille. Tout le monde est vraiment ravi d'avoir récupéré ce Keiju, mais Ao sait qu'elle ne peut pas en prendre le crédit. Le gars nommé Nashimura lui dit de ne pas s'inquiéter car il omettra simplement la partie sur qui a vraiment trouvé le Keiju dans son rapport. Il souligne ensuite qu'Ao est là selon les anciens. S'il savait qu'elle sortait en cachette chaque nuit pour explorer la couche des Keiju, il perdrait la raison. Ao lui dit maintenant de ne pas s'inquiéter car elle continuera à faire ce qu'elle veut. Nashimura était celui qui l'a trouvée quand elle était enfant, donc il devient émotif après avoir vu à quel point elle a grandi. Juste à ce moment, les autres se précipitent pour dire à Ao que le gars qu'ils ont attaché s'est échappé. Pendant ce temps, Tetsuo regarde les gens démonter le Keiju. Il ne lui faut pas longtemps pour réaliser que c'est ainsi que ces gens ont réussi à survivre. Le monde a gelé, donc ils utilisent les Keiju pour leurs ressources. Ces gens sont vraiment formidables, et Tetsuo souhaite que Yukio soit là pour les voir. Juste à ce moment, Tetsuo voit qu'un petit enfant joue avec le jouet Yukio. Le gamin s'enfuit cependant, en traitant Tetsuo de bizarre. Malheureusement pour le petit morveux, un morceau de glace est sur le point de l'écraser. Tetsuo passe à l'action, mais il réalise rapidement qu'il n'arrivera pas à temps. Heureusement, il parvient à trouver un poteau, et il l'utilise pour sauver l'enfant. Le père se précipite et gronde l'enfant. Il lui a dit des tonnes de fois de ne pas jouer sous les glaçons, un autre gars a vu ce qui s'est passé, alors il remercie Tetsuo d'avoir sauvé l'enfant. Juste à ce moment, ils réalisent qu'ils n'ont jamais vu Tetsuo auparavant. Ils le reconnaissent encore en quelque sorte pour une raison, alors ils lui demandent de quelle section il vient. Tetsuo n'a pas de bonne réponse à leur donner, et son anxiété n'aide pas. Les gars commencent à se méfier de lui, mais l'autre gars les empêche d'embêter Tetsuo. Il est sûr que Tetsuo a ses raisons de ne pas répondre, et cela ne change pas le fait qu'ils lui doivent quelque chose. Peu importe qui il est ou d'où il vient. Le gars se présente comme Takamura, et son fils est Joji. Tetsuo a du mal à lui serrer la main, mais ce n'est pas grave car Takamura prend sa main. Tetsuo se présente à son tour et complète la deuxième étape de son livre. Takamura lui dit d'attendre un moment car il veut lui donner des morceaux de choix de Keiju en guise de remerciement. À proximité, nous voyons qu'Ao et les autres ont tout vu. Furumaki se demande s'il devrait capturer Tetsuo, mais Ao rejette l'idée. Leur travail est de gérer toute menace pour le centre commercial, mais Tetsuo ne correspond pas à cette catégorie. Tetsuo reste un mystère pour eux, mais ils pourront toujours connaître son histoire plus tard. Ao dit qu'il est temps de se mettre au travail, et elle se dirige joyeusement vers le Keiju. Malheureusement, le sol commence à trembler, et un bras géant apparaît de nulle part. Tout le monde regarde alors avec terreur l'arrivée d'un Keiju beaucoup plus grand. Tetsuo n'en croit pas ses yeux car la structure osseuse de ce Keiju ne ressemble à rien de ce qu'il a jamais vu auparavant. Les Keiju que Tetsuo a vus avant ne ressemblent en rien à celui-ci. Tout le monde crie de terreur, et la bête géante écrase un groupe de personnes. Ce spectacle terrifiant lui fait vraiment prendre conscience de la gravité de leur situation. Le monstre est horrible, et Tetsuo se demande comment il va le vaincre. Il n'a plus Yukio, et il n'a aucun moyen de le combattre à main nue. Juste à ce moment, Tetsuo réalise qu'il peut simplement demander aux habitants comment ils gèrent ce genre de Keiju. Malheureusement, il devient clair qu'ils ne seront d'aucune aide. Ils sont figés par la terreur, alors Tetsuo décide qu'il va devoir les faire sortir d'ici. Il y a tellement de gens ici, et Tetsuo n'a pas de bons moyens de les protéger. Un homme essaie de courir pour sauver sa vie,
Mais cela ne fonctionnera pas. Tetsuo essaie de l'arrêter, mais il est trop tard, car le Keiju l'a déjà vu. Heureusement, Ao a pu le sauver juste à temps. L'homme la remercie abondamment, mais elle se frappe étonnamment contre le sol parce qu'elle est furieuse. Le Keiju vient de manger quelqu'un, et elle ne supporte pas l'idée que quelqu'un perde la vie sous sa surveillance. Furumachi lui dit de garder ses ruminations pour plus tard car ils ont du travail à faire. Ils ont tout préparé, alors Ao active les machines à fumer d'urgence. La zone est rapidement couverte de fumée, alors Ao dit à tout le monde de courir. Les habitants commencent à se précipiter vers la sécurité en se rappelant mutuellement de se souvenir de leurs exercices. Tetsuo regarde, émerveillé, car il n'a fallu qu'un mot pour que tout le monde court vers la surface. Tetsuo est soulagé car tout le monde ira bien, mais il remarque que le Keiju se prépare à faire quelque chose. La bête a commencé à reculer, et Tetsuo sent que les choses vont vraiment mal tourner. Cet instinct est dû à son expérience de sauveur qui a tué d'innombrables Keiju. Ce Keiju s'apprête à bondir, et d'autres vies vont s'éteindre à moins qu'il ne fasse quelque chose. Le temps presse, mais Tetsuo ne peut que se demander de quoi il est capable sans Yukio. Juste alors, Takimura dit à Tetsuo de se mettre en sécurité. Tout le monde s'inquiète pour lui, et il l'encourage à courir avec eux. Tetsuo se souvient de ce qu'il a ressenti alors qu'ils devenaient amis, et il réalise ce qu'il doit faire. Au lieu de s'enfuir, Tetsuo n'hésite pas à courir dans la direction opposée. Il court devant le Keiju, espérant détourner son attention de tous les autres. Takimura le supplie d'arrêter, mais Tetsuo a déjà atteint son but. L'attention du Keiju est entièrement sur lui, et Ao ne comprend pas pourquoi Tetsuo risquerait sa vie. Le Keiju le domine facilement, et Tetsuo se fait balloter à chaque attaque. Takimura est tellement inquiet pour lui qu'il doit être retenu. Ao refuse d'abandonner Tetsuo, alors elle se précipite pour le rejoindre. C'est une situation complètement désespérée, cependant, car Tetsuo ne peut plus bouger. Ao se retrouve face à face avec la bête, et nous voyons qu'elle tient Tetsuo dans sa main. Tetsuo a subi trop de dégâts, et sa vie touche à sa fin. Juste à ce moment, le dispositif sur le visage de Tetsuo commence à briller. Nos héros sont alors choqués alors que le plafond commence à se fissurer et que quelque chose s'écrase à travers. L'énorme morceau de métal frappe le Keiju, et Tetsuo n'en croit pas ses yeux. Quelques minutes plus tôt, nous voyons ce qui s'est passé. 42 heures se sont écoulées depuis que la capsule de sauvetage a atterri, et le système a finalement démarré après avoir installé une énorme quantité de données. La capsule de sauvetage a immédiatement trouvé Tetsuo et s'est précipitée vers lui. En s'approchant, Tetsuo pouvait entendre Yukio l'appeler. Il s'avère que c'est l'assurance que Yukio avait laissée derrière lui, et c'est l'assurance qu'il n'avait jamais pensé utiliser. Tetsuo regarde maintenant, choqué, tandis que la capsule de sauvetage commence à se transformer. C'est Yukio, et il dit qu'il est temps pour eux deux de contre-attaquer. Un regard en arrière, il y a 14 ans, montre une époque où la ville était attaquée. Tetsuo et Yukio sont arrivés tandis que le père de Tetsuo regardait calmement. Ils étaient prêts à se battre, mais Yukio a remarqué que ses articulations étaient toutes grinçantes. Kojika a dû s'excuser car il avait oublié de faire une révision à Yuki la veille au soir. Tetsuo était prêt à passer outre, mais il a été choqué de constater que sa boisson avait été remplacée par de l'huile. C'était une autre erreur de Kojika, alors il a dû s'excuser à nouveau alors que leur bataille commençait. Après avoir gagné le combat, les gars sont retournés à la base pour voir que Kojika les avait encore abandonnés. Ils n'étaient toujours que tous les deux, alors Yukio a été le premier ami que Tetsuo ait jamais eu. Après l'autodestruction de Yukio, Tetsuo a été laissé à voler dans l'espace tout seul pendant plusieurs jours. Alors qu'il pensait à Yukio, il a réalisé qu'il avait un trou géant dans son cœur. Il ne s'est jamais refermé, et il ne s'est jamais estompé. Il ne pouvait que faire comme si c'était le cas, et il supposait que ce serait toujours ainsi. C'est pourquoi Tetsuo n'en croit pas ses yeux alors qu'il regarde Yukio devant lui. Il n'y a pas de temps pour discuter, cependant, car le Keiju commence à attaquer. Yukio agit immédiatement et porte un coup dévastateur. Il déclare qu'au moment de l'explosion, il s'est transféré dans la capsule. L'installation a pris beaucoup de temps, c'est pourquoi il ne pouvait le révéler que maintenant. Yukio devient émotif en disant à Tetsuo qu'il est enfin à la maison. Notre héros ne peut retenir ses larmes alors qu'il accueille le seul ami qu'il ait jamais eu. Tout le monde regarde, complètement choqué, mais ils font remarquer que le Keiju est toujours vivant. Yukio peut dire que la bête est assez contrariée, mais cela n'a pas d'importance. Il déclare que tout Keiju qui apparaît devant lui et Tetsuo n'a aucune chance de survivre. Yukio dit que cela reste vrai, même s'il n'a aucune arme décente à proprement parler. Tetsuo n'en croit pas ses oreilles, alors Yuki lui rappelle que ce nouveau corps n'est rien de plus qu'une capsule de sauvetage. En termes de spécifications, il est encore plus modeste qu'un prototype. Tetsuo se demande ce qu'ils vont faire, alors Yukio dit que tout s'arrangera parce qu'ils sont à nouveau une équipe. Les choses sont comme au bon vieux temps quand Tetsuo dit à Yukio qu'il est bien trop optimiste. Les habitants continuent de regarder avec incrédulité car Tetsuo semble parler au robot. Il s'approche un peu trop, cependant, alors Ao doit leur rappeler à quel point le Keiju est dangereux. Le Keiju commence à s'enrouler à nouveau, et Yukio reconnaît très bien sa posture.
La bête muscle ses pattes avant et son cou en préparation pour attaquer sa proie. Le Keju lance son corps géant sur nos héros et cause une destruction massive. Heureusement, ils ont sauté hors du chemin, et la bête s'est juste écrasée contre un mur. Yukio a mis Tetsuo dans la capsule, et il dit qu'il n'aurait pas eu une chance si cette attaque les avait touchés. Le Keju recule à nouveau, et Tetsuo détermine qu'il peut les bombarder d'attaques autant qu'il le veut. Il sera trop tard s'ils attaquent après avoir esquivé, donc il doit faire quelque chose. La bête recule encore plus cette fois, et même les habitants peuvent dire qu'elle fait quelque chose de terrifiant. Ils se demandent si ces gars iront vraiment bien, et une personne déclare qu'ils iront bien. Tout le monde demande comment il peut en être sûr, alors il leur rappelle qu'ils ont déjà vu cela auparavant. Ils ne savent pas ce qu'il veut dire, alors tout le monde regarde de plus près. Le Keju déclenche son attaque à nouveau, alors nos héros se préparent à contre-attaquer. Alors qu'ils se préparent au combat, les habitants se souviennent de cette scène. La bête fonce à nouveau dans les airs, mais cette fois, nos héros la frappent au cou. C'est leur attaque robot One Sword Steel Diablo, et elle coupe complètement la tête de la bête. Les habitants sont absolument stupéfaits, et Ao ne pourrait être plus émerveillé. Le Keju géant est enfin vaincu, alors tout le monde acclame dans la célébration. Les yeux d'Ao s'écarquillent alors qu'elle admire notre héros et l'attaque qu'il vient d'utiliser. Il a tranché le Keju en tournant et a utilisé cet élan pour lui couper la tête. Le Keju se déplaçait à une vitesse aveuglante, mais Tetsuo a quand même réussi à le voir. Leur célébration continue, mais quelque chose d'inquiétant se produit à 100 km de là. Cet endroit est Tokyo, et là nous voyons un type de Keju totalement différent. Cette chose est également un géant, mais elle ressemble beaucoup plus à un humain que les autres. Après avoir vaincu le Keju géant, Tetsuo et Yukio sont escortés jusqu'au centre commercial où vivent les survivants. Tetsuo n'arrive pas à croire qu'on les y emmène réellement, et il est juste content d'avoir réussi à vaincre le Keju. Pendant le trajet, Yukio évoque le choc que représente le fait que la planète entière est gelée en seulement 10 ans. Tetsuo est d'accord et dit qu'il était absolument stupéfait lorsqu'il a atterri seul sur Terre pour la première fois. Il s'émeut à nouveau en disant à Yukio à quel point il est content qu'il soit encore en vie. Yukio lui demande d'arrêter de fondre en larmes à chaque fois qu'il parle, car cela rend la conversation vraiment difficile. Tetsuo s'excuse, mais Yukio s'émeut aussi. Voir les larmes de Tetsuo à chaque fois l'affecte également, et il admet qu'il est aussi content qu'ils aient pu se revoir. L'un des gars du groupe dit qu'il devrait être bien loti pour un moment avec toute cette viande de Keju. Une fille dit que le robot sauveur est vraiment impressionnant, et elle se tourne vers Ao pour voir si elle est d'accord. Ao ne répond pas car elle est déjà partie loin. Elle s'est approchée de Tetsuo et elle lui tend une boîte d'ananas. Elle explique qu'aujourd'hui, il garde ce genre de choses pour les célébrations spéciales. Yukio la remercie, mais Tetsuo oublie encore comment utiliser ces mots. Yukio se demande comment Ao est même monté là-haut, et il rappelle à Tetsuo qu'il a vraiment besoin de travailler ses compétences en communication. Ao explique que la boîte d'ananas est un objet ultra précieux qui ne peut plus être fabriqué. Les choses sucrées sont incroyablement rares dans ce monde désormais, et l'ananas ne fait pas exception. Ao sent déjà le parfum sucré émanant de la boîte, et même elle est émerveillée. Tetsuo fixe la boîte et se demande s'il est vraiment acceptable pour lui d'avoir quelque chose d'aussi précieux. Ao hésite entre lui demander de le manger et lui dire immédiatement de ne pas le faire. Elle se reprend rapidement et l'ordonne de le manger maintenant, tant qu'elle a encore le contrôle. Elle explique que Tetsuo et Yukio ont sauvé leur vie à tous, et elle veut leur rendre l'appareil avec quelque chose d'aussi précieux. Elle les remercie ensuite sincèrement tous les deux pour tout ce qu'ils ont fait. Tetsuo décide que le manger serait la chose polie à faire, alors il se lance. Ao lui dit d'y aller, et Tetsuo commence à manger l'ananas. Il est complètement submergé par son délice, mais Ao panique après une seule bouchée. Tetsuo se demande s'il a mal fait quelque chose, mais Ao explique que ce n'est pas ça. C'est juste douloureux pour elle de voir la quantité absolue d'ananas dans ce monde diminuer. Après avoir fini la boîte, Tetsuo remercie Ao pour le repas. Ao lui dit qu'elle n'est pas seulement venue ici pour lui donner l'ananas. Elle voulait aussi se présenter et lui offrir des informations. Elle se présente formellement comme Ao Nagi et remercie à nouveau Tetsuo de les avoir sauvés. Tetsuo se présente nerveusement en retour et dit qu'il est ravi de la rencontrer. Intérieurement, Tetsuo est ravi car il s'est à nouveau identifié. Dans le cadre de sa présentation, Ao dit que son plat préféré est la gelée de haricots rouges coûteuse. Yukio n'arrive pas à croire qu'elle ait perdu la tête pour l'ananas, alors que ce n'était même pas son aliment préféré. Ao lui dit qu'il y a autre chose qu'elle veut partager avec lui, et elle dit qu'elle aimerait lui raconter ce qui s'est passé il y a 10 ans. Tetsuo hésite un instant, mais il lui dit qu'il aimerait beaucoup entendre cela. Il y a 10 ans au Japon, un étrange Keju est apparu de la mer. Voir des Keju n'était rien de spécial car les gens y étaient habitués, mais il y avait quelque chose de différent chez celui-ci. Celui-ci était complètement différent de tout ce que quiconque avait jamais vu, et 3 choses le rendaient vraiment anormal. D'une part, il avait clairement pris une forme humanoïde. Deuxièmement, il n'était pas apparu de l'espace comme les autres, mais de la mer. En plus de cela, il était accompagné d'une étrange sphère flottante blanche. Les soldats ne savaient pas ce que c'était, mais ils décidèrent de simplement l'éliminer.
Alors qu'ils se préparaient au combat, les soldats se plaignaient de la chaleur qu'il faisait à l'intérieur de leur mécha. Cela changea rapidement, cependant, car la température à l'intérieur des robots commença à chuter rapidement. L'eau commença à geler, et les sphères se multiplièrent avant que le Keju ne les envoie. En peu de temps, ces sphères blanches apparurent partout sur le globe. Elles continuèrent leur assaut et se multiplièrent en se répandant dans le monde entier. Chaque fois qu'elles entraient en contact avec quelque chose, les sphères gelaient tout dans la zone. Un vent féroce de degré zéro absolu s'engouffra et éteignit d'innombrables vies humaines avec facilité. Depuis ce jour, la planète ne s'est plus jamais réchauffée, et tout a commencé il y a seulement 10 ans. Tetsuo et Yukio sont horrifiés d'entendre cela, et ils se demandent comment tout cela a pu arriver juste après leur départ. Ils n'arrivent pas à croire que tout cela ait été fait par un seul Keju, et ils se demandent à quel point il est puissant. Ils veulent savoir où était la force de défense anti-Keju, et Ao confirme qu'elle sait qui ils sont. Yukio dit qu'ils sont tous des professionnels en matière de combats anti-Keju, alors ils n'ont pas pu rester les bras croisés à ne rien faire. Ao explique que c'était tout simplement trop soudain, compte tenu des dégâts catastrophiques soutenus lors du premier gel. Ceux qui ont survécu ont fait de leur mieux pour protéger les gens, mais il n'a pas fallu longtemps avant que d'autres Keju ne recommencent à pleuvoir de l'espace. Ao ne pense pas qu'ils aient été complètement anéantis, cependant, car toutes sortes de rumeurs circulent. L'une d'elles est qu'il y a un centre commercial spécifiquement pour les survivants du jour E, mais il y a apparemment une lutte de pouvoir qui s'y déroule. Tetsuo et Yukio disent que certains d'entre eux doivent encore être en vie, et Ao leur dit qu'elle espère qu'ils pourront revoir les autres. Un peu plus tard, Ao dit qu'ils sont presque arrivés, et elle dit aux gars de se préparer. Furamaki dit à Tetsuo de ne pas décevoir Ao par sa réaction, et Tetsuo est simplement ravi d'entendre quelqu'un l'appeler par son nom. Il tourne un coin, et Ao annonce qu'ils sont arrivés au centre commercial Mishima. Tetsuo est émerveillé quand il le voit car il est construit à l'intérieur même d'une fissure dans la glace. Furamaki dit que c'était probablement un collège avant, et il espère que ce n'est pas une déception. Tetsuo dit que non, absolument pas, car il y a tellement de gens ici. Juste à ce moment, tout le monde à l'intérieur du centre commercial remarque qu'Ao est revenu. Les gens commencent à se demander si cela signifie que le sauveur est revenu aussi le jour où a fait un retour triomphal. La foule grossit, et tout le monde est excité de voir Tetsuo et Yukio. Il leur souhaite la bienvenue et les félicite d'être revenus. Tetsuo n'en croit pas ses yeux car il y a tellement de gens qui les célèbrent. Ils veulent que Tetsuo prenne la pause, et ils l'appellent Herculéan alors qu'il s'exécute. Ao prend ensuite un moment pour expliquer comment la vie fonctionne dans le centre commercial. Environ 200 personnes vivent ensemble, et chacun a un rôle spécifique. En un mot, il y a des gens qui sortent pour rassembler des ressources culturelles, et puis il y a des gens qui restent à l'intérieur et gèrent l'infrastructure qui permet au centre commercial de fonctionner. Il y a un département des matériaux, un département de la vie quotidienne, une équipe de démantèlement, un département d'excavation, un département d'entrepôt et un département technologique. Tetsuo est profondément impressionné, et il pense que tout le monde ici est tout simplement incroyable. Il demande à Ao duquel elle est la chef, et elle répond que c'est du département de la comptabilité. Tetsuo est pris au dépourvu par cette réponse car elle se battait tout à l'heure. Furamaki devine qu'il se demande probablement pourquoi Ao était dans l'antre du Keju en premier lieu. Il explique qu'Ao n'est vraiment pas censé quitter le centre commercial du tout, mais qu'elle s'échappe à chaque fois. Ao voit que certaines personnes les attendent avec colère, alors elle dit qu'il est temps qu'ils aillent se faire gronder à nouveau. Avant de partir, elle dit à Tetsuo que Takamura a proposé de s'occuper de lui. Takamura dit qu'il veut montrer à Tetsuo un endroit très spécial, et il l'emmène à une source chaude. Tetsuo est sans voix et n'en croit pas ses yeux. Il a passé 10 ans dans l'espace, et tout ce qu'il a rencontré depuis son retour sur Terre a été glacial. Takamura sourit et lui dit qu'il a fait en sorte que Tetsuo puisse en profiter seul. Il ajoute rapidement que lui et son fils se joindront également à lui. Alors que l'eau chaude le détend, Tetsuo remarque quelque chose d'étrange. Il se demande pourquoi le centre commercial est chaud en premier lieu, car quand il est descendu de Yukio, le centre commercial était le seul endroit où il n'y avait aucune neige autour. Takamura remarque que Tetsuo est plongé dans ses pensées, et il lui dit de se concentrer sur l'eau pour l'instant. Takamura révèle alors qu'un Keju est enterré sous ce centre commercial. Tetsuo est choqué d'entendre cela, mais Takamura lui assure que c'est complètement sûr. Il lui dit d'écouter attentivement car il va lui raconter l'histoire du dompteur de Keju qui les a tous sauvés. 11 mois après le grand gel, les survivants étaient dans un état désespéré. Ils se déplaçaient d'un endroit à l'autre à la recherche d'un abri, mais les Keju avaient tout envahi. À ce stade, ils avaient complètement manqué de nourriture et mouraient de faim. Un jour, quelqu'un trouva la carcasse d'un Keju, et ils étaient si désespérés que tout le monde en mangea. Cela finit par coûter la moitié de leur vie, car la plupart des corps rejetèrent complètement la chair d'une créature extraterrestre. Les chanceux dont les corps ne rejetèrent pas la chair survécurent. Ceux qui choisirent de ne pas en manger moururent bientôt de froid. C'était une situation horrible, mais les survivants devaient continuer à avancer. Pendant l'un de ces moments désespérés, Ao avait du mal à suivre le groupe. Elle n'avait presque plus d'énergie, et elle devait être portée.
L'un des hommes suggéra qu'il la laisse simplement derrière parce qu'elle les ralentissait. L'enseignant d'Ao refusa d'entendre cela et demanda comment on pouvait dire une chose pareille. L'homme fit remarquer qu'Ao était malade depuis qu'elle avait mangé la chair du keju, et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne crache du sang et ne meure comme les autres. Juste à ce moment, un keju apparut, et tout le monde se mit à courir. Certains se figèrent de peur, mais seulement parce qu'un autre keju se trouvait derrière eux. Après s'être éloignés, ils remarquèrent que les deux kejus se faisaient face. L'enseignant d'Ao réalisa alors que, dans la confusion, il l'avait accidentellement laissée derrière. Takamura était déterminé à retourner la chercher, mais tout le monde l'en empêcha. Ils dirent que c'était inutile car elle était déjà comme morte. Takamura s'emporta et dit qu'il était mal d'abandonner la vie d'un enfant, quelles que soient les circonstances. Il déclara qu'en tant qu'être humain, ce n'était pas acceptable d'abandonner quelqu'un. Le groupe lui rappela qu'il n'y avait plus de sauveur, mais Takamura refusa d'abandonner. Pendant ce temps, Ao était complètement seule et au bord de la mort. Elle ne pouvait plus bouger, et pour une raison inconnue, ses cheveux étaient devenus blancs. Une voix mystérieuse commença à lui parler dans sa tête, et lui demanda ce à quoi elle pensait face à sa propre mort. Ao réalisa que cette voix lui parlait depuis qu'elle avait mangé la chair du keju, et elle comprit maintenant qu'elle venait du keju lui-même. Le keju lui dit qu'elle allait mourir, et qu'il trouvait les émotions des humains fascinantes. Ao ne pouvait penser qu'à une chose, elle ne voulait pas que sa vie se termine. Il y avait tant de choses qu'elle n'avait pas encore vécues, comme tomber amoureuse et participer aux Jeux Olympiques. Elle voulait manger des pancakes chauds car elle ne voulait pas que son dernier repas soit de la viande de keju. Ao avait peur de la douleur et de perdre la vie, alors elle pleura. La voix apprécia beaucoup d'entendre cela car c'étaient les émotions qu'elle envisageait. Elle lui dit qu'elle s'attendait à ce qu'elle ressente de la peur, du désespoir, des regrets, et surtout de la haine envers les humains qui l'avaient abandonnée. Ao prit un moment pour réfléchir à tout, puis dit calmement qu'elle ne ressentait aucune haine du tout. Elle dit au keju qu'elle ressentait en fait un immense amour pour les gens qui l'entouraient. Le keju était complètement déconcerté par cela et lui dit que c'était incompréhensible. Ao continua à expliquer exactement qui étaient ces gens pour elle. Elle décrivit comment aimait Madame Takamura partageait toujours la nourriture avec les enfants même quand ils n'en avaient pas assez pour eux-mêmes. Elle parla de son enseignant, qui est complètement peureux, mais qui prenait toujours soin des enfants quoi qu'il arrive. C'est juste qu'ils sont tous, et Ao dit au keju qu'elle les aime chacun d'eux. Ao utilisa ses dernières forces pour se lever, et elle déclara qu'elle voulait les protéger. Elle se souvint avoir entendu quelqu'un dire qu'il n'avait plus de sauveur, alors elle dit qu'ils avaient toujours elle. Le keju rugit en sa direction, mais Ao ne broncha pas. Elle déclara qu'elle le déchiquetterait de l'intérieur et annonça que les humains gagneraient. Le keju l'attaqua, mais l'autre keju l'en empêcha. Le keju dans sa tête dit que tout ce qu'elle disait était incompréhensible. Il trouvait toute cette histoire incroyablement intéressante, et il ne comprenait pas comment une si petite enfant humaine pouvait parler de protéger tout le monde tout en faisant face à la mort. Le keju qui la protégea acquit une sorte de nouveau pouvoir, et même Ao fut choquée quand elle aussi fut couverte de flammes. Tous ceux qui regardaient n'en croyaient pas leurs yeux en réalisant qu'Ao avait en quelque sorte réussi à se connecter au keju. Les deux étaient en synchronisation, alors tout le monde se demanda si elle était une sorte de dompteuse de keju. Rien de tel ne s'était jamais produit auparavant, alors ils se mirent à l'appeler leur sauveuse. Le keju dit à Ao qu'il était intéressé par ses pensées et ses émotions. En échange de plus de cette connaissance, il utiliserait son nouveau pouvoir pour les protéger tous. Tant qu'elle continuerait à lui montrer ses émotions, il promit de garder la terre chaude. De retour au présent, on montre à Tetsuo le keju sous le centre commercial, et il n'en croit pas ses yeux. Ailleurs, un colonel observe très attentivement le mystérieux keju. Le keju est tranquillement assis au sommet d'un bâtiment, et le colonel est visiblement contrarié. Son subordonné, nommé Atoshi, arrive et dit qu'il est venu chercher le colonel. Atoshi lui dit que la nuit est glaciale et prévient que s'il s'approche davantage du keju, même les vêtements chauds ne seront d'aucune aide. Le colonel le sait déjà, c'est pourquoi il dit qu'ils vont avoir besoin d'une source de chaleur. Atoshi comprend déjà qu'il parle du keju enflammé qui se trouve au centre commercial Mishima. Atoshi se demande ce qui se passe avec le keju de type humanoïde, alors le colonel explique qu'il n'a pas bougé d'un pouce. Personne ne peut dire ce qu'il cherche, mais le colonel précise qu'il est absolument nécessaire de s'en débarrasser s'ils veulent sauver le monde. Juste à ce moment, le terrifiant keju les regarde, et le colonel réalise qu'il les a repérés. Malheureusement, il est trop tard, car le bâtiment sur lequel il se trouve commence à s'effondrer. Un keju géant à 3 têtes apparaît, et ils comprennent que le keju humanoïde a même ses propres gardes du corps. Le colonel dit à Atoshi qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se battre. Atoshi rappelle à tous qu'ils sont la force de défense anti-keju et qu'ils sont la lumière d'Erdai. Il se retrouve face au keju et déclare qu'il est temps de montrer au monde ce qu'Erdai peut faire. De retour avec Tetsuo, il est émerveillé de voir qu'il y a vraiment un keju sous le centre commercial Mishima. Il ne peut s'empêcher de remarquer qu'il ressemble à un oiseau géant et qu'il est recouvert de flammes. Ao explique que lorsqu'il s'est connecté à elle et à qui l'a pensé, il était déjà sous cette forme d'oiseau. Cependant,
lorsqu'il est venu sur Terre pour la première fois, il était probablement un Keiju ordinaire. Elle s'adresse ensuite directement à lui et l'appelle par son nom, qui est Landoman. Landoman lui dit d'arrêter de jacasser parce qu'il fait une sieste. Takamura dit alors à Tetsuo qu'ils ont eu de la chance de croiser Ao après son bain. Sans elle ici, il n'aurait aucune idée de ce que dit le Keiju. Juste alors, le Keiju expire, et cela pousse un morceau de tissu en l'air. Le tissu brûle immédiatement, ce qui signifie que l'air autour d'eux est extrêmement chaud. Ao explique que la seule zone à température contrôlée est juste autour d'elle, donc tout le monde doit rester prêt. Pas trop près, cependant, car elle est aussi capable de contrôler les flammes, tout comme le Keiju. Ao fait remarquer que la seule façon pour l'espèce humaine de s'adapter au froid intense est de se rapprocher du Keiju. Ao ne veut pas que personne s'inquiète, cependant, car elle promet de les protéger tous. Les gars sont très impressionnés, mais Ao dit d'oublier tout ça parce que ce Keiju est un vrai bizarre. Il ne peut pas bouger car il utilise presque toute sa force pour les réchauffer tous, donc il veut quelque chose en retour. Elle se demande si Tetsuo peut deviner ce que c'est, et elle révèle qu'il veut des livres. Landoman veut un livre par jour, et c'est Ao qui lui fait la lecture. Le Keiju s'est en fait nommé d'après l'un des livres qu'il a aimé et a choisi le nom de Landoman. Ao l'appelle un oiseau bizarre, et le Keiju lui dit de la fermer. Ensuite, Takamura ramène Tetsuo dans la pièce qui sera sa nouvelle maison. Tetsuo est émerveillé, et Takamura explique que c'est une vieille salle de classe avec des cloisons en fer blanc. Heureusement, Takamura dit que les chambres sont données à ceux qui ont une famille, ce qui signifie que Tetsuo est maintenant officiellement un membre de la famille Takamura. Takamura présente les autres membres, qui sont lui-même et son fils, Joji. Il dit ensuite que sa fille devrait être là aussi, mais elle ne semble pas être dans les parages. Elle s'appelle Agan, et juste au moment où Takamura dit son nom, Tetsuo ouvre un rideau. Derrière le rideau se trouve Agan, qui s'habille. Agan crie qu'elle va effacer sa mémoire après ce qu'il a vu, mais il est trop tard, car Tetsuo s'est déjà évanoui. Agan explique que Tetsuo l'a vu sans vêtements, mais Yukio dit qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Yukio explique que les réflexes de sauveur de Tetsuo ont permis de court-circuiter les informations visuelles avant même qu'elles n'atteignent son esprit. Tetsuo se réveille, et Agan le salue. Tetsuo se présente comme si de rien n'était, et Agan en déduit qu'il a dû perdre la mémoire. Elle lui dit que son père est déjà retourné au travail et qu'il l'a laissé sous sa garde. Elle tend à Tetsuo une lettre de Takamura, et Tetsuo est absolument ravi car c'est sa toute première lettre. Selon son livre, échanger des lettres est l'une des 777 étapes pour se faire des amis. La lettre de Takamura dit à Tetsuo qu'il rentrera ce soir et lui demande d'essayer de bien s'entendre avec Agan. Agan pense en silence, et elle décide que puisque Tetsuo est sous sa garde, cela signifie qu'elle peut utiliser le sauveur comme elle le veut. Takamura dit aussi dans la lettre qu'il veut que Tetsuo veille sur Agan. Si Agan essaie d'aller à l'atelier de sa mère, Tetsuo devrait essayer de l'en empêcher. Takamura explique que Agan est plutôt fragile et qu'elle vient tout juste de perdre sa mère il y a un mois. Avant même que Tetsuo puisse assimiler cela, Agan lui dit de venir car elle veut l'emmener quelque part. Tetsuo craint immédiatement qu'elle veuille aller à l'atelier, mais ce n'est pas ça. Agan révèle qu'elle va lui faire visiter les attractions du centre commercial. Bien sûr, elle l'emmène immédiatement à l'atelier de sa mère et déclare que c'est le meilleur endroit de tout le centre commercial. Elle explique que sa mère était un cadre supérieur du département technologique, donc elle avait son propre atelier de recherche et développement. Agan l'utilise en secret depuis, et elle parle de sa mère avec une fierté évidente. Tetsuo demande si sa mère était une personne extraordinaire, et Agan marque une pause avant de répondre simplement oui. Agan se souvient que sa mère était impressionnée par les choses que Agan construisait. Agan construisait toujours des choses et recevait les éloges de sa mère, et tout cela se passait dans cet atelier. Sa mère lui tapotait toujours la tête quand elle faisait du bon travail. Agan dit à Tetsuo qu'elle voulait en fait lui demander quelque chose. Elle veut son avis en tant que sauveur sur ce qu'elle construit actuellement, pour savoir si c'est efficace ou utile. Agan lui montre, et Tetsuo n'en croit pas ses yeux. Pendant ce temps, le colonel et Hatoshi discutent de ce qui vient de se passer lors de leur rencontre avec le garde du corps Keiju. Hatoshi dit qu'ils ont à peine survécu, mais le colonel dit qu'il était trop tôt pour s'engager pleinement de toute façon. Ils ont obtenu ce dont ils avaient besoin, à savoir un globe oculaire de Keiju, et ils ont également acquis des informations précieuses. Pour se rapprocher du spécimen humanoïde, ils devront tout de même intégrer le Keiju enflammé du centre commercial Mishima. Juste alors, Hatoshi se souvient qu'il a reçu un rapport intrigant de quelqu'un nommé Artemis. Le rapport dit que Tetsuo, le sauveur, vient de revenir de l'espace. Le colonel est stupéfait car il n'y avait aucun signe d'RD ou d'autres membres d'équipage, et Snowman n'a pas été signalé non plus. On a dit à Hatoshi que Tetsuo est arrivé au centre commercial Mishima avec un autre robot. Le colonel ne s'attendait pas du tout à cela, et il appelle Tetsuo son ancien camarade. Il s'avère que Tetsuo n'a pas pu être achevé même aux confins de l'espace. Le colonel se demande quoi faire à ce sujet, mais décide rapidement qu'ils ne feront rien pour l'instant. Il dit que le fait d'avoir les masses ignorantes toutes au même endroit joue en leur faveur. Quant au Keiju enflammé et à la nouvelle machine de Tetsuo,
ils les prendront tous les deux. Le colonel déclare qu'Erdet a péri une fois, puis s'est relevé de ses cendres. Ce sont eux qui maintiendront la flamme de leur salut. Il annonce que rien n'empêchera Erdet de sauver le monde. Cette nuit-là, Takamura rentre chez lui et il est accueilli par Hagan et Tetsuo. Ils sont tous deux épuisés, alors ils se demandent pourquoi. Tetsuo dit qu'ils ont eu une discussion va-et-vient, mais Hagan l'interrompt avant qu'il ne crache le morceau. Elle dit simplement qu'elle a passé la journée à faire visiter tout le centre commercial à Tetsuo. Takamura passe à autre chose et dit qu'il est temps de préparer le dîner. Ils utilisent une pierre chauffée par l'oiseau Keiju. Avant de manger, Takamura explique que cela pourrait être trop risqué, donc Tetsuo ne devrait pas manger de viande de Keiju. Tout le monde apprécie le délicieux repas, et ils ont une conversation agréable. Ils vont ensuite se coucher, mais Tetsuo n'arrive pas à s'endormir. Il s'avère que manger en compagnie et dormir par terre ensemble sont deux autres étapes de son livre. Il vient d'en franchir deux de plus, et il remercie le professeur solitaire Aoki. Il pense ensuite à quel point toute la journée a été amusante. Il se souviendra toujours de ce jour, et il espère que Yukio aussi. Pendant qu'ils dorment, Hagan fait un terrible cauchemar alors qu'elle se souvient comment sa mère a été consumée par un Keiju. À proximité, nous voyons qu'Artemi est en fait un Keiju. Il se régale de quelque chose de savoureux et dit qu'il veut dévorer des humains. La subordonnée du colonel, nommée Riko, est capable de communiquer avec Artemi, et elle lui dit de la fermer. Elle essaie de lui rappeler son travail, mais Artemi lui dit plutôt de se taire. Tout ce qui l'intéresse, c'est manger, et il dit qu'il en veut plus. Riko est furieuse parce qu'Artemi ignore son ordre et ne quitte pas Mishima. Hatoshi n'est pas surpris car ce n'est pas la première fois qu'Artemi se comporte ainsi. Le colonel les interrompt pour leur rappeler qu'Artemi est très spécial. Artemi peut parler par télépathie à distance dans la langue humaine. Le colonel dit que c'est en fait un avantage pour eux qu'Artemi soit au centre commercial Mishima, et que ce Keiju est une véritable star, alors il veut savoir ce que disait son rapport. Riko explique que Tetsuo est bien au centre commercial Mishima avec le dompteur de Keiju enflammé. Le colonel connaît bien cet endroit et le fait qu'il y a 200 personnes qui y vivent. La machine de Tetsuo est également là, ainsi que les masses ignorantes. Nous voyons que le colonel est en fait un fou furieux quand il dit que le centre commercial Mishima a de la chance d'avoir tout. Riko montre à quel point ils sont tous mauvais lorsqu'elle veut confirmer que leur objectif est d'éliminer chaque personne sur place. Elle fait remarquer que leur priorité absolue est de voler le Keiju enflammé, donc elle se demande s'il est vraiment nécessaire de tous les éliminer. Le colonel dit qu'elle a tort parce qu'ils les utiliseront d'abord comme otages, puis les élimineront. Le colonel se gratte l'œil et explique qu'ils n'ont besoin de personne d'autre que de ceux qui recherchent le salut d'Erdet. Il déclare que la maison de paille du petit cochon est sur le point d'être emportée, et qu'il y aura un festin. Ces silos s'y rendent maintenant, et rien ne se mettra en travers de leur chemin. Une semaine après l'arrivée de Tetsuo au centre commercial Mishima, nous voyons qu'il travaille désormais avec Hagan dans l'atelier de sa mère. Ils viennent de terminer quelque chose, et Hagan est émue. Elle explique qu'elle a l'esprit tellement tranquille ces derniers temps. Elle admet qu'elle n'a pas bien dormi depuis qu'elle a commencé à utiliser de la poudre à canon. Elle est sûre que Tetsuo n'a pas été dérangé par cela, cependant, car il est habitué au danger et à la poudre à canon. Tetsuo ne peut que se demander pourquoi elle a commencé à construire quelque chose comme ça en premier lieu. Hagan ne répond pas, à la place, elle demande à Tetsuo de faire quelque chose d'un peu inhabituel. Elle lui demande de s'accroupir devant elle et explique que c'est une sorte de rituel. Quelqu'un a toujours fait cela pour elle, alors maintenant elle aimerait le faire à la place de cette personne. Hagan pose sa main sur sa tête et lui donne une petite tape douce. Elle dit « Bon travail ». Et après quelques instants, elle commence à se sentir étrange. Elle se dépêche de terminer et le remercie pour sa coopération. Tetsuo s'évanouit immédiatement à nouveau, et Hagan pense à quel point c'était bizarre. C'était toujours elle qui recevait des tapes, donc elle ne savait pas ce que cela ferait dans l'autre sens. Hagan se souvient des éloges de sa mère, et elle regarde ce qu'ils viennent de construire. Ce soir-là, la famille Takamura se réunit pour dîner ensemble. Hagan pense qu'il s'est écoulé 45 jours depuis la mort de sa mère. Pour une raison quelconque, cela ne lui semble pas du tout étrange que Tetsuo soit assis à la place de sa mère. On a même l'impression qu'il y a eu une époque où ils étaient 5 dans la famille. Malheureusement, ses bonnes pensées en amènent de plus sombres. Elle imagine à quel point sa mère a dû être terrifiée dans ces derniers instants. Elle pense aussi au bruit de sa mère dévorée par un Keiju et dit qu'elle peut encore l'entendre même maintenant. Plus tard dans la nuit, Tetsuo se réveille pour aller aux toilettes et trouve une lettre sur lui. Celle-ci vient de Hagan, qui le remercie de l'avoir aidé. Elle révèle dans la lettre que la vie de sa mère a été prise par un Keiju qui l'a dévoré. Tetsuo est choqué d'apprendre cela, et nous voyons que Hagan est sortie toute seule. Il fait glacial, et elle a le sentiment de faire quelque chose d'incroyablement stupide. Elle est toute seule parce qu'elle est sûre que quiconque à qui elle en parlerait essaierait de l'en empêcher. Elle a le sentiment que quelque chose de terrible va lui arriver à cause de sa malchance, et un Keiju géant apparaît. Ce Keiju est Artemi, et il sent une odeur familière. Artemi était celui qui a dévoré la mère de Hagan, et il était sur le point de la dévorer aussi.
La seule raison pour laquelle il n'a pas pu dévorer Hagan, c'est que le Keju enflammé est arrivé pour l'arrêter. Il n'a pas pu la dévorer ce jour-là, mais il ne laissera pas cela se reproduire. Pendant ce temps, Hagan pense à la façon dont la vie de sa mère a été terminée par ce Keju. C'est pourquoi elle revient sur tout ce qu'elle a dit à propos de sa malchance. Elle décide que la chance est de son côté car elle peut maintenant se venger du Keju qui a tué sa maman. Hagan dit à sa mère de regarder, et Artemis l'attaque. À sa grande surprise, Hagan esquive son attaque, et il se demande si elle est vraiment humaine. Il s'avère que Hagan a activé les bots qu'elle venait de finir de construire. Elle les appelle les bots de l'outre anti-Keju RD. C'est une spécialité de l'atelier Takamura, et elle prévoit de les utiliser contre le Keju. Elle explique qu'elle a travaillé avec Tetsuo pour modifier l'équipement de combat rapproché de jour pour une utilisation sur la neige. Le terrifiant Keju se dirige vers elle, mais Hagan se rappelle qu'elle peut se battre maintenant. Un retour en arrière montre que Tetsuo était inquiet car les bots étaient conçus pour une évacuation d'urgence. Si l'ennemi est sérieux, elle ne pourra pas l'esquiver aussi facilement. Hagan s'en moque car son vrai plan était de toute façon d'attaquer. Elle sort l'arme géante qu'elle a créée, mais Artemis n'est pas impressionné. Il traite Hagan d'idiote, et dit qu'elle ne pourrait jamais mettre fin à sa vie avec une arme pareille. Il continue sa charge, et il est content de pouvoir enfin manger un peu plus de viande. Un autre retour en arrière montre Tetsuo apprenant à Hagan à propos des Keju. Il a expliqué qu'il résiste à la chaleur et qu'il récupère rapidement. Même si Hagan parvenait à en blesser un en frappant son appareil dans sa bouche, cela ne serait pas mortel. Hagan a surpris Tetsuo en disant que cela lui convenait. Le Keju n'aurait pas à mourir car ce n'était pas son but. De retour au présent, Hagan tire avec son arme, et elle pense à sa mère. Elle lui dit de regarder une fois de plus car si cela fonctionne, elle aimerait être à nouveau félicitée. L'arme de Hagan explose dans la bouche du Keju, et il ressent une douleur intense. Sa bouche et sa gorge sont maintenant couvertes de lame, et la douleur est atroce. Hagan explique que le projectile explose par étapes en se propulsant vers l'avant. En même temps, une tonne de pointes barbelées sont libérées, s'enfonçant profondément dans la bouche et la gorge du Keju. Désormais, même la moindre vibration des cordes vocales du Keju déclenchera une douleur intense. Le Keju hurle de douleur, ce qui ne fait qu'augmenter la douleur. Hagan est incroyablement satisfaite car elle déclare que ce Keju ne pourra plus jamais manger. C'était son objectif depuis le début, et il est enfin atteint. Hagan s'effondre et dit que sa mère lui manque. Elle sait ce qui va arriver, et elle sanglote en pensant à sa mère. Le Keju s'avance pour mettre fin à ses jours, mais Tetsuo surgit de nulle part pour la sauver. Il lui tranche un bras, et il est juste content d'être arrivé à temps avec Yukio. Yukio dit au Keju de dégager de sa vue sinon ils finiront le travail. Artemis ne perd pas de temps et s'enfuit pour sauver sa vie. Tetsuo se précipite vers Hagan, mais il trébuche et tombe sur elle. Les deux commencent à paniquer, mais Tetsuo se ressaisit rapidement. Il dit à Hagan qu'elle a fait du bon travail, et elle se met à sangloter de façon incontrôlable. Juste alors, Yukio remarque que du brouillard s'approche, et il réalise quelque chose de terrible. Il dit à Tetsuo de rentrer d'urgence. Il n'est pas sûr de ce que c'est, mais il a un très mauvais pressentiment. À 5 km de là, nous voyons que le colonel s'approche rapidement. Il sait qu'Artemis a été vaincu, mais il dit que ce ne sera pas un problème. Il annonce qu'ils sont en bonne position, et nous voyons qu'ils ont plusieurs monstres avec eux. Un de ses subordonnés dit au Keju nommé Haro de tirer, et celui-ci lance quelque chose. Au centre commercial, nous voyons que tout le monde profite joyeusement de sa vie. Ao a encore échappé à la punition, et Furumaki ne peut que se demander comment elle fait. Malheureusement, nous voyons que Yukio a été frappé par une attaque, et il explose. Nous revenons ensuite 19 ans en arrière, en 2025. Lorsque le Keju intergalactique a envahi la Terre pour la première fois, RD a été formé pour riposter, et un homme nommé Sagami a décidé de s'engager. D'emblée, il devient clair que Sagami est exceptionnellement doué. Il réussit très bien son test de tir, et l'instructeur dit que peu de gens pourraient obtenir un taux de réussite de 70% à cette distance. Ses compagnons soldats sont incomplets, toutes ses capacités, et l'un d'eux dit qu'avoir un gars comme lui dans les parages donne une mauvaise image à tous les autres. Grâce à ses dons naturels et à sa diligence implacable, Sagami n'a pas tardé à devenir une force avec laquelle il fallait compter au sein des rangs d'Erde. Il s'est distingué au combat, et son ascension au sein de l'organisation s'est poursuivie à un rythme constant. Une nuit, Sagami a dit aux autres soldats qu'ils devaient achever un Keju dans cette zone. Quoi qu'il arrive, ils ne peuvent pas le laisser entrer dans la ville car ce serait un cauchemar. Le Keju part dans un délire absolu, et plusieurs soldats courent pour sauver leur vie. Sagami reste en arrière, et il abat le Keju d'un seul coup avec un énorme canon. Les survivants l'acclament et appellent Sagami leur sauveur. Ils scandent « Sauveur » encore, et Sagami boit tout cela. Sagami continue avec sa diligence inégalée, et il gagne de nombreuses batailles à lui seul. Il se démarque parmi tous les autres soldats, et son ascension dans la hiérarchie ne fait que continuer. Ses camarades ont même commencé à lui dire qu'il allait vraiment accomplir quelque chose que personne n'aurait jamais pu imaginer. Il disait qu'il serait le sauveur de l'humanité,
et Sagami commençait à aimer beaucoup la façon dont cela sonnait. Puis un jour, la nouvelle est tombée à propos d'un garçon de 9 ans nommé Tetsuo qui pilotait un robot. Tetsuo était un parfait inconnu, mais il a vaincu un Keiju à lui seul. Les gens sur les réseaux sociaux ont commencé à appeler Tetsuo un sauveur, et il était clair que Sagami n'aimait pas ça. Plus tard, un soldat était furieux quand il a appris qu'Erde réduisait ses troupes en réponse à cela. Il ne comprenait pas comment on pouvait croire que Tetsuo pouvait sauver le monde entier tout seul. Sagami lui a dit que les hauts gradés avaient simplement décidé que les robots étaient supérieurs et que les résultats parlaient d'eux-mêmes. Il n'y pouvait rien, alors il ne devait se concentrer que sur ce qu'il pouvait contrôler. N'ayant pas d'autre choix, Sagami est allé chercher des réponses sur les robots. Il a testé le simulateur pour voir à quel point les robots étaient vraiment efficaces dans les combats de Keiju, et il n'a pas été impressionné. Il a rapporté que ce n'était pas aussi réactif qu'il l'espérait, et il a remis en question l'efficacité réelle des robots. Pendant ce temps, Tetsuo continuait de faire les gros titres. Il vainquait Keiju après Keiju et maintenait toujours les dégâts à un minimum absolu. Tetsuo était très timide, mais les gens qu'il sauvait n'étaient jamais timides pour lui faire des éloges. Les gens l'appelaient leur véritable sauveur, et le monde l'adorait. Le Sagami habituellement sans émotion n'aimait pas ça du tout, et il a qualifié Tetsuo d'épine dans son pied. Il n'avait d'autre choix que de regarder l'ascension de Tetsuo avec une amertume grandissante. Un jour, une alarme a retenti alors que 3 Keiju intergalactiques ont été repérés en même temps. D'autres arrivaient, alors Sagami et les autres soldats sont partis au combat. Leur unité était complètement submergée, alors Sagami a dit à ses hommes de battre en retraite. Alors que tout le monde fuyait, Sagami a attaqué le Keiju comme un véritable monstre. Il l'a rempli de balles et a fait face à la bête sans peur. Le Keiju était prêt à mettre fin à ses jours, et Sagami a déclaré qu'il était le sauveur du monde. Il était prêt à ce que cela mette fin à sa vie, mais Tetsuo est arrivé de nulle part pour vaincre le Keiju. Bien sûr, Sagami était furieux, car il avait fini par détester Tetsuo, et il a même pointé son arme sur lui. Malheureusement pour lui, il n'avait plus de munitions, et il ne pouvait rien faire d'autre que regarder avec colère. À partir de ce jour, obtenir une promotion était la seule chose qui occupait l'esprit de Sagami, et il le fit à un rythme sans précédent. Une fois qu'il eut le grade et le pouvoir, il mit son plan à long terme en action. Il se présenta devant la direction d'Erde et déclara qu'il était imprudent et même insensé de placer tout le sort de l'humanité entre les mains de Tetsuo. Il fit valoir qu'il ne devait pas y avoir qu'un seul sauveur. Avec des enfants vraiment doués et lui-même comme instructeur capitaine, il pourrait surpasser complètement Tetsuo. Il promit que c'était une vraie façon de sauver le monde, et la foule l'acclama. En 2030, la vision de Sagami devint réalité. Afin de produire la prochaine génération de sauveurs pour suivre les traces de Tetsuo, une équipe composée d'enfants fut formée sous la bannière d'Erde. Sagami dit à ses enfants qu'ils devaient remplacer Tetsuo, sauver le monde et être connus du public comme les sauveurs. Ce groupe finit par être connu sous le nom de VRD. Puis vint 2034 et le grand gel. En 2035, la bataille finale menée par Tetsuo et RD se solda par un échec, et le nom VRD s'effaça de la mémoire. Le grand plan de Sagami semblait avoir complètement échoué. Cependant, lui et ses enfants survécurent aux conditions brutales et en ressortirent encore plus forts. Après encore plus de temps, la nouvelle parvint à Sagami que Tetsuo était revenu de l'espace. Il marmonna pour lui-même que Tetsuo était vraiment une nuisance qui ne pouvait pas être achevée, même au bord de l'univers. Il déclara que VRD s'emparait à la fois du Keiju enflammé du centre commercial Mishima et de la nouvelle machine de Tetsuo. Pour lui, il n'y avait pas besoin d'autre sauveur que VRD. De retour au présent, Yukio dit à Tetsuo de rentrer parce qu'il a un très mauvais pressentiment. Le subordonné de Sagami tire avec l'arme de son Keiju, et l'attaque envoie un projectile droit vers Yukio. L'attaque frappe, et Yukio subit des dégâts dévastateurs. Tetsuo est horrifié et se précipite aux côtés de Yukio. Sagami et son groupe célèbrent alors que l'un d'eux dit que le coup l'a complètement touché. Sagami déclare alors que la chance est totalement de leur côté maintenant. Avec Tetsuo éloigné du centre commercial et Yukio maintenant brisé, le centre commercial Mishima a perdu son arme la plus puissante. Cependant, un membre du groupe nommé Yuma n'a pas l'air heureux. Le colonel reconnaît que son Keiju déchaîné tout seul ne faisait pas partie du plan. Cependant, cela a réussi à attirer Tetsuo dehors, alors le colonel dit à Yuma, « Bien joué ». Yuma dit qu'elle ne peut pas se sentir bien à ce sujet parce qu'Artemis a perdu la vie dans le processus. Elle n'a plus de Keiju maintenant, ce qui signifie qu'elle ne peut plus être utile au colonel. Sagami lui dit de ne pas s'inquiéter car elle peut simplement regarder derrière lui. Sagami le dit avec son charme de fou, et Yuma boit ses paroles. Il réaffirme qu'ils sont VRD, et la flamme du salut est déjà allumée. Quant à Tetsuo, Sagami déclare qu'il mettra personnellement fin à ses jours. L'équipe acclame, et Sagami plaisante sur la façon dont Tetsuo est probablement en train de pleurer sur son robot brisé en ce moment. À la manière d'un fou, il imite aussi ce à quoi Tetsuo doit ressembler. Malheureusement pour lui, il a très tort. Tetsuo et Yukio sortent de nulle part et coupent le bois du Keijuren. Ils infligent d'énormes dégâts, et Sagami n'arrive pas à croire qu'ils aient déjà récupéré.
Yukio est également surpris alors qu'il remarque les 3 personnes sur le Keiju. Il décide qu'il doit éviter de blesser les humains tout en mettant fin à la vie du Keiju. Il n'a qu'une seule épée, mais il utilise quand même son attaque du style à 6 épées. Le colonel réalise ce qui se passe et dit à Otoshi d'envoyer les autres membres de VRD vers leur propre Keiju. Tetsuo porte une attaque immense, mais il est choqué quand elle manque sa cible. L'un des Keiju a utilisé sa capacité, et toute l'équipe VRD a disparu en un instant. Tetsuo est sans voix parce que cela devrait être impossible. Il a dit le mot « impossible » plusieurs fois depuis son retour, mais la téléportation, c'est trop. Yukio est également stupéfait et tout aussi impressionné par cette téléportation. Sagami reconnaît une voix sortant de ce robot, et il réalise quelque chose. Il est maintenant clair pour lui que Yukio a changé de corps. Tetsuo commence à se demander ce qui est impossible quand il s'agit de Keiju et de pouvoirs surnaturels. Les flammes sur le Keiju Dao sont tout aussi impossibles, alors il se demande ce qui se passe. Sagami reconnaît que ce dont leurs Keiju sont capables a fait tourner la tête de Tetsuo. Il explique que certaines personnes croient que les humains n'utilisent que 10% ou moins du potentiel total de leur cerveau. Si quelqu'un pouvait libérer les 90% restants, il pourrait théoriquement accéder à ce qu'il appelle des pouvoirs hyperphysiques, comme la téléportation et la pyrokinésie. Cependant, Sagami déclare que tout cela n'est que des bêtises. Il utilise l'analogie du passage d'un aspirateur à un ordinateur ultra performant, et il se demande si cela lui donnerait soudainement les fonctions d'un micro-ondes. Bien sûr, la réponse est non. Vous pouvez libérer tout le potentiel du logiciel, mais le matériel a toujours ses limites. Un corps humain ordinaire ne peut tout simplement pas produire de feu ou se téléporter, aussi puissant que soit le cerveau qui le contrôle. Même un cerveau avec de la capacité à revendre ne peut jamais utiliser de pouvoir surnaturel s'il est coincé dans un corps ordinaire. Il demande ensuite à Tetsuo de considérer ce qui se passe quand un corps de Keiju qui peut changer de forme dans n'importe quel environnement se connecte à un cerveau humain qui a un potentiel latent inexploité. Avec les instincts du Keiju et sa nature de prédateur naturel, il accéderait à des pouvoirs surnaturels. Il explique qu'il serait capable de tout, et Tetsuo commence à assembler les pièces. Il regarde autour de lui tous ces Keiju spéciaux et détermine que chacun d'eux utilise également des pouvoirs inconnus. Yukio est également choqué alors qu'il réalise quelle est la véritable relation entre les dresseurs de Keiju et leurs Keiju. Le colonel confirme que les humains qui contrôlent les Keiju sont essentiellement des cerveaux à distance qui libèrent tout le potentiel du matériel du Keiju. En termes simples, les Keiju évoluent grâce aux humains qui les contrôlent. Tetsuo est secoué par tout cela, et nos héros remarquent qu'ils sont encerclés. Hagan veut savoir qui sont ces gens et pourquoi ils font cela à d'autres humains. Leur colonel ne répond pas, et ses subordonnés se contentent de rire. Hagan réalise alors que leur identité n'a pas d'importance pour l'instant. Ce qui compte, c'est que leurs vies sont en danger et que Yukio a déjà perdu la moitié de son corps. Ils font face à 5 Keiju et 5 humains qui sont tous des dresseurs de Keiju comme Ao. Ils sont dans une position très désavantageuse, et la situation est presque trop difficile à traiter. De retour au centre commercial, Ao s'amuse alors qu'elle tourne sur une chaise, et ses amis lui disent de se mettre au sérieux. Juste à ce moment, Ao remarque quelque chose d'étrange en regardant le ciel nocturne. De retour avec nos héros, Sagami parle à son moi intérieur. Il se dit que son VRD ne perdra pas, surtout pas contre Tetsuo. Il jure de mettre fin au jour de Tetsuo de ses propres mains, et il décide de changer son plan. Au lieu de se rendre d'abord à Mishima, ils mettront tout en œuvre pour éliminer Tetsuo immédiatement. Hagan se demande ce qu'ils vont faire, et elle voit que Tetsuo est devenu complètement silencieux. La situation est apparemment désespérée, mais Tetsuo fait toujours la seule chose qu'il sait, il se positionne et se prépare au combat. Le moindre mouvement de la main de Tetsuo alors qu'il reprend le contrôle de Yukio envoie des frissons dans le dos de Sagami. Il dit à Otoshi d'envoyer quelque chose à chacun des autres dresseurs de Keiju parce que c'est un code orange. Otoshi est choqué car cela n'arrive jamais, mais Sagami lui dit de le faire. Otoshi utilise la capacité de son Keiju et envoie des cartes oranges aux autres membres de VRD. L'un d'eux est surpris car il sent qu'il peut éliminer le robot lui-même. C'est une cible facile, et il se demande si un code orange est vraiment nécessaire. Pendant ce temps, Tetsuo a déjà décidé qu'il n'était pas nécessaire de réfléchir dans cette situation. Les dresseurs de Keiju disent à leur Keiju d'avancer. Tetsuo se prépare pour le combat de sa vie, mais il est surpris quand l'ennemi passe juste à côté de lui. Ils placent leur mission avant tout et battent en retraite. Et comme ça, toute l'équipe VRD disparaît sauf un. Le colonel fait remarquer qu'ils auraient gagné, mais au prix de la perte d'au moins 3 de leurs Keiju. Sagami est aussi calculateur que jamais, et il déclare qu'il ne commet jamais d'erreur. Il se demande si Tetsuo sait où se dirige sa horde de Keiju, et nos héros sont horrifiés quand ils réalisent la réponse. Sagami révèle qu'il se dirige tout droit vers le centre commercial Mishima avec un temps d'arrivée estimé à 4 ou 5 minutes. Il souligne que c'est aussi la limite de temps de Tetsuo. Tetsuo réalise qu'il doit vaincre les ennemis restants et rattraper la horde de Keiju avant qu'elle n'atteigne le centre commercial. S'il ne le fait pas, alors tous ceux qui se trouvent à l'intérieur seront anéantis. Le colonel commence un compte à rebours,
et il souligne que Tetsuo est resté complètement immobile pendant 10 secondes entières. Sagami l'appelle le guerrier vacillant et lui dit que VRD arrive. Yukio lui dit avec colère de dégager le chemin, et il se lance dans une attaque. Il est stupéfait, cependant, alors qu'il est projeté hors de la neige d'un seul coup. Une bête terrifiante les attaque, et nos héros sont choqués. Sagami ordonne à sa créature de les piétiner, et son Keiju nommé Hercule commence son attaque. Alors qu'Hercule se prépare à attaquer, Sagami poursuit son compte à rebours. 10 autres secondes se sont écoulées, alors il dit qu'il ne reste plus beaucoup de temps à Tetsuo. Yukio rappelle avec désespoir à Tetsuo qu'ils doivent éliminer cet ennemi et poursuivre la horde de Keiju avant qu'elle n'atteigne le centre commercial Mishima. Ce nouveau Keiju est sorti de la neige, et Tetsuo peut voir que c'est le plus puissant à ce jour. Son attaque a été si rapide que Tetsuo n'a même pas pu réagir. Sagami se moque de Tetsuo en lui faisant remarquer qu'il est revenu sur cette terre gelée avec 10 ans de retard. Il se demande si Tetsuo peut vaincre Hercule et protéger sa nouvelle maison. Il est temps de le découvrir, alors il ordonne à Hercule de commencer son attaque. Le combat commence immédiatement, et Hercule est d'une rapidité aveuglante. Tetsuo peut à peine tenir le coup, alors il dit à Yukio qu'il est temps d'agir. Yukio le sait déjà, alors il active sa capsule d'évacuation de type convertible appelée flocon de neige. Il devient très sérieux alors qu'il utilise sa fonction cachée numéro 2. Tetsuo se prépare à voir quelque chose d'incroyable, mais il s'avère que c'est simplement un siège pliable pour que Hagan s'assoie. Tetsuo se demande pourquoi Yukio aurait même cela. Yukio explique alors ce qui s'est passé lorsque sa forme finale était en cours de conception. C'est Yukio qui a eu l'idée d'une capsule d'évacuation pouvant aussi se transformer en robot. Le père de Tetsuo a adoré l'idée et a demandé à Yukio s'il en avait d'autres. C'est alors que Yukio a dit qu'il voulait que la capsule puisse accueillir plusieurs passagers. Yukio était sûr qu'au cours d'un voyage spatial de 2 ans, Tetsuo finirait par se faire au moins un ami. Yukio était si confiant qu'il a dit que Tetsuo voudrait que ses amis le rejoignent dans la capsule d'évacuation. 10 ans se sont écoulés depuis, alors Yukio est ravi car Tetsuo l'utilise enfin. Yukio devient ému car la capsule d'évacuation a plusieurs autres fonctions pour accueillir les amis de Tetsuo. L'une d'elles est un grill, et une autre se transforme en table pour jouer à des jeux de société. Une fois Hagan installé, Tetsuo lui dit de se tenir bien. Les choses deviennent un peu chaotiques alors que Tetsuo évite une attaque du monstre. Otoshi n'arrive pas à croire qu'il l'ait évité, mais Sagami explique que ce n'est pas tout ce que Tetsuo a fait. Il s'est positionné pour une contre-attaque, et maintenant il porte son attaque du style à 6 épées. Cela parvient à endommager la bête, et ils reviennent sur Terre. Sagami réalise que Tetsuo n'a pas réellement réussi à éviter l'attaque. Tetsuo s'excuse auprès de Yukio car il a dû se sacrifier pour porter cette contre-attaque. Les dégâts qu'il a subis ne se manifestent que maintenant alors que Yukio s'effondre au sol. Hercule a placé un coup de pied retourné au tout dernier moment, alors nos héros réalisent qu'il est extrêmement puissant. Ils réalisent que l'ennemi a compris leurs attaques, et la situation ne s'annonce pas bien. Hagan appelle Tetsuo, et il est choqué de la voir pleurer. Elle s'excuse et dit qu'elle se sent terriblement impuissante. Cependant, elle ne pleure pas seulement par désespoir, car elle a compris quelque chose. Elle dit à Tetsuo que l'ennemi attaque presque certainement avec un plan et qu'il prépare leur coup pour frapper à un moment précis. Elle dit qu'à 3 heures du matin, les choses vont vraiment s'aggraver, car c'est à ce moment-là que Ao s'échappe toujours du centre commercial pour aller explorer. Au centre commercial, Ao se prépare à faire exactement cela. Elle chante une chanson sur ce qu'il pourrait trouver au cours de leur petit voyage, et son ami lui dit qu'elle est une excellente chanteuse. Furamaki déclare que la meilleure chose qu'il pourrait trouver est le sauveur du monde. Tout le monde est d'accord, et ils partent explorer. Hagan explique à Tetsuo que Ao quitte toujours le centre commercial vers la même heure. Sans Ao pour donner des ordres, Lando continuera simplement de dormir, quoi qu'il arrive. Même si l'ennemi attaque directement, le Keiju enterré sous le centre commercial ne réagira pas. Cette information est dévastatrice car il détermine qu'ils n'arriveront pas à temps. Tetsuo assimile tout cela tandis que le compte à rebours continue. Il sait qu'ils sont surpassés, et il sait qu'ils ne peuvent pas vaincre ces Keiju assez rapidement. Il réfléchit intensément à ce que l'ennemi veut, aux vulnérabilités du centre commercial Mishima, à ce qui leur manque et à comment y remédier. Tetsuo se rappelle alors que les batailles reposent sur la stratégie. Il conclut que pour qu'il gagne, cette bataille ne peut pas consister à vaincre l'ennemi. Au lieu de cela, il faut qu'il défende tout le monde. Il ne dispose pas de suffisamment d'informations pour bien faire cela, mais malgré tout, il déclare qu'ils doivent utiliser toutes les ressources dont ils disposent. Tetsuo prend alors une décision qui surprend même Yukio. Il dit à Yukio d'activer les haut-parleurs car il veut essayer de parler directement au colonel. Il veut lui demander ce qu'il veut et pourquoi il a besoin de les attaquer. Yukio est stupéfait car l'ancien Tetsuo n'aurait jamais envisagé de faire une chose pareille. Tetsuo a toujours évité de communiquer, mais maintenant il va l'utiliser pour résoudre un problème. Yukio réfléchit à tout ce que Tetsuo a changé depuis son arrivée au centre commercial Mishima. En enlevant la barrière autour de son cœur et en adoptant une attitude positive envers les rencontres, Tetsuo a développé quelque chose qu'il n'avait jamais eu auparavant, la capacité de ne pas craindre les autres.
C'est un grand pas pour Tetsuo, alors Yukio ne peut s'empêcher d'être ému. Tetsuo dit que s'il peut découvrir ce que le colonel a en tête, alors il pourra peut-être trouver un moyen de gagner. Yukio est très fier de lui car, pour la première fois sur cette terre gelée, Tetsuo a acquis le courage d'avancer. Le colonel poursuit son compte à rebours et révèle que 2 minutes se sont déjà écoulées. Juste alors, il remarque que Yukio affiche la lettre T. Il se demande si cela signifie « Trusé Time ». Tetsuo prend alors un moment et rassemble tout son courage. Il repense à toutes ses tentatives ratées de communication, à tous les moments gênants et aux mots mal choisis, à chaque fois qu'il a dit « Awa » au lieu de « Bonjour » et lâché « Meilleur faire » au lieu de « Bonne chance ». Yukio regarde et l'encourage encore et encore. Finalement, Tetsuo parle directement au colonel et lui demande pourquoi il ferait une chose pareille. Tout le monde devient complètement silencieux, choqué. Yukio brise le silence pour exprimer à quel point c'était incroyable. Tetsuo s'est même surpris lui-même, mais il fait remarquer qu'ils doivent encore entendre la réponse à sa question. Le colonel rit et dit qu'il sera heureux de répondre. Il révèle que la raison pour laquelle VRD fait tout cela est de sauver le monde. Il explique que la variante humanoïde qui a causé le grand gel se trouve toujours à Tokyo, et VRD entend être celui qui l'abattra. Pour atteindre cet objectif, ils ont décidé d'emprunter le keiju enflammé du centre commercial Mishima. Tetsuo a une idée, mais Yukio se demande s'il ne fait pas une erreur. C'est sa première fois qu'ils communiquent, et les enjeux sont très élevés. Tetsuo suggère immédiatement que si tel est leur objectif, alors ils pourraient plutôt collaborer. Tout le monde est surpris alors que le colonel semble réellement considérer la chose un instant. Pendant qu'il y pense, Yukio se demande s'il a fait quelque chose de mal. Les choses pourraient mal tourner parce qu'il vient de permettre à Tetsuo de communiquer avec l'ennemi. Le colonel montre à nouveau son côté fou alors qu'il perd le contrôle de ses émotions. Il dit qu'il est complètement injuste que Tetsuo continue d'accaparer l'attention alors qu'il est si inadéquat. Il dit qu'il ne se passe pas un jour sans qu'il prie pour l'échec de Tetsuo. Il déclare que Tetsuo est toujours sur son chemin, et il veut que sa vie prenne fin. Leur communication se termine, et Tetsuo reste sous le choc. Il s'assied dans l'obscurité et pense à pourquoi il a construit cette barrière autour de son cœur en premier lieu. Le colonel claque à nouveau des doigts, alors Hercule continue son attaque. Il se précipite avec un coup puissant, et Yukio est repoussé. Hercule presse son assaut sans relâche, et nos héros luttent simplement pour survivre. Le réservoir de particules de Yukio est touché, et la situation devient vraiment désespérée. Tetsuo appelle Yukio, mais Hercule prépare déjà sa prochaine attaque. Tetsuo est alors horrifié quand Hercule tranche un autre morceau de Yukio. Yukio peut à peine parler alors qu'il dit à notre héros de ne pas pleurer, puis il s'effondre au sol. Il peut à peine bouger, mais le colonel n'a pas fini. Il dit à Hercule de continuer l'offensive et de ne jamais s'arrêter. Il veut qu'Hercule mette fin à la vie de Tetsuo, alors la bête se met à piétiner Yukio. Tetsuo s'effondre alors qu'il réalise qu'il a échoué. Les forces ennemies atteindront le centre commercial, et la vie de tous prendra fin. L'esprit de Tetsuo s'emballe encore plus alors qu'il n'arrête pas de penser à sa communication ratée avec le colonel. Il arrête rapidement cette façon de penser et se dit de s'envoler. Son seul objectif maintenant est d'atteindre le centre commercial Mishima aussi vite que possible. Ils doivent aller à vitesse maximale, alors Yukio active son augmentation. Ils filent aussi vite qu'ils le peuvent, et Yukio pense qu'ils doivent s'élever là où les attaques d'Hercule ne peuvent pas les atteindre. Malheureusement, Hercule les rattrape, et nos héros n'y croient pas. Cette bête a réagi incroyablement vite et a décollé exactement au même moment qu'eux. Elle a vu leur plan et l'a contré sans hésitation. Tetsuo se demande s'ils vont encore perdre, et il se demande s'il ne peut vraiment pas vaincre ce keiju. Son père lui a toujours dit qu'il était important parce qu'il a la capacité de tuer les keiju. C'est tout ce qu'il n'a jamais eu à offrir, mais en ce moment, il n'arrive même pas à faire cela. Sagami lui crie de mourir une fois de plus, et Hercule prépare son attaque finale. Yukio crie de frustration car il ne peut rien faire maintenant, alors il verrouille ses commandes. Yukio reprend le contrôle de lui-même juste assez longtemps pour placer une contre-attaque. Sagami est choqué, et Tetsuo n'arrive pas à croire qu'ils ont réellement porté une attaque. Yukio utilise une autre manœuvre qui lui vaut d'être touché, mais il parvient à s'échapper. Il s'enfuit pour l'instant, et Yukio s'excuse auprès de Tetsuo d'avoir pris le contrôle. Il lui rend le contrôle, et Tetsuo est le suivant à s'excuser. Il est dévasté parce que Yukio est tout abîmé, et il exprime sa honte. Il dit qu'un type comme lui n'avait pas le droit de s'emballer et d'essayer de communiquer. Il a pensé un instant qu'il avait grandi et qu'il pourrait peut-être s'en sortir. Il se traite d'idiot et dit qu'il avait tort. Tetsuo réalise maintenant qu'il a toujours été le même et qu'il n'a pas changé du tout. Il dit qu'il détruit toujours tout et qu'il veut cesser d'être lui-même. Il conclut que son erreur a été d'essayer de faire plus que ce dont il est capable. Yukio se sent terrible parce qu'il était vraiment fier de tout ce que Tetsuo avait accompli. Il essaie désespérément de trouver les mots justes pour toucher Tetsuo, mais il a du mal. Yukio se blâme lui-même car son corps n'a pas les spécifications nécessaires pour vaincre Hercule. Ils doivent arriver rapidement au village, mais il ne peut même pas générer une vitesse correcte.
Il dit que rien de tout cela n'est de la faute de Tetsuo car ce corps ne peut refléter ne serait-ce que 10% des compétences de Tetsuo. Yukio continue de chercher les mots justes, mais il ne les trouve pas. Il veut assurer à Tetsuo que tout ira bien parce qu'ils sont ensemble, mais il y a un problème à cela. Yukio a réalisé que c'est sa propre existence qui a poussé Tetsuo à la solitude. Il supplie que les mots justes sortent, mais rien ne se passe. Les gars sombrent dans le désespoir, mais ils sont choqués quand Hagan prend la main de Tetsuo. Elle fait de son mieux pour rester calme, mais son visage est couvert de larmes. Elle finit par craquer et dit que se faire attaquer était terrifiant. La pensée de sa vie prenant fin et de tout perdre était trop difficile à supporter. Elle se sent terrible pour Tetsuo car elle n'avait aucune idée que des pensées aussi effrayantes étaient toujours dans son esprit. Tetsuo a combattu des Keiju pendant presque toute sa vie, et elle se sent mal pour lui. Tetsuo est complètement sans mots car combattre des Keiju a été normal pour lui pendant si longtemps. Cependant, la main tremblante de Hagan lui rappelle que ses tentatives de vaincre les Keiju n'ont pas été vaines. Il est touché par la sympathie de Hagan, et les deux pleurent ensemble. Yukio s'approche pour joindre leurs mains, mais il retire la sienne. Au lieu de cela, il déclare qu'il va maintenant aller encore plus vite, et il s'envole. Il déclare qu'ils doivent absolument les rejoindre tous avant les Keiju. Juste alors, Yukio capte une transmission entrante inattendue. Après tout ce qui s'est passé, recevoir un signal quelconque est choquant. La civilisation était censée avoir été anéantie. Après un léger délai, Yukio reçoit un message codé du même expéditeur inconnu. Il le déchiffre et le lit à haute voix. Le message dit de rester à l'écart car les Keiju sont déjà arrivés. Tetsuo et Yukio sont stupéfaits, et ils ne peuvent que se demander qui sur Terre a envoyé ce message. Pendant ce temps, nous voyons que l'équipe de VRD est arrivée au centre commercial. C'est calme et paisible à l'intérieur car tout le monde dort, mais l'équipe n'apprécie pas leur désinvolture. Ils sont dégoûtés car ces gens sont simplement en train de dormir, totalement inconscients de la menace qui se rapproche d'eux. Le petit bonhomme jaune s'émerveille de la chaleur qu'il fait autour du centre commercial et de l'absence totale de glace à proximité. Il est ravi de constater que c'est le pouvoir du Keiju enflammé qui maintient tout en vie. Le gars nommé Tamaya se demande s'il n'y aurait pas une autre façon de gérer cela, quelque chose de plus pacifique, comme amener les pilotes à l'intérieur à s'allier avec eux. Akagi montre qu'elle est aussi folle que le colonel en rejetant cette idée. Elle déclare que cela ne fonctionnera pas car VRD doit devenir les seuls sauveurs. Elle rappelle aux autres que c'est le seul moyen de réaliser le rêve du colonel. Elle souligne que c'est ce pourquoi ils se sont tous engagés. Le petit bonhomme jaune fait remarquer honnêtement que le colonel leur a autorisé à éliminer quiconque refuse de se ranger du côté de VRD. Il parle exactement comme le colonel en disant que ces gens sont les masses ignorantes. Puis il dit qu'il ne sait même pas ce que « masse ignorante » signifie, ce qui agace Tamaya. Il revient à la mission et déclare que, pour être sûr, ils vont encercler ces gens de tous les côtés. Il dit au gars et à cette fille nommée Aris d'attendre son premier tir, puis de se diriger vers le sud. Tamaya annonce qu'ils vont détruire le village pendant que les pilotes ennemis sont absents et s'emparer de ce Keiju qui se trouve en dessous. Ils avancent, mais le petit bonhomme jaune se demande s'ils peuvent allumer la radio. Ils les ont éteintes par précaution, mais il dit qu'il est impossible que le village ait l'équipement pour les espionner. Tamaya le permet car, de toute façon, cet endroit n'est qu'une école, donc ils n'ont probablement pas beaucoup de technologie. Le petit bonhomme parle comme un idiot, alors Tamaya se demande quand tout le monde est tombé sous le charme du colonel. Aris fait remarquer que Tamaya n'est pas parfait non plus. Elle se moque de lui pour avoir essayé de trouver une solution plus pacifique, et elle dit qu'il devient mou. Elle se demande si cela lui rappelle quand ils étaient enfants, avant d'entrer à RD. Tamaya dit qu'il ne se souvient de rien de tout cela, et tout ce qu'il sait, c'est qu'il a toujours été sérieux quant à devenir un sauveur. Il marque une pause en pensant à comment la Terre a gelé, puis il admet que, du moins, il croyait que c'était ce qu'il voulait. L'attaque commence alors que Tamaya ordonne à Aris d'utiliser sa capacité appelée « posture de prédation ». Ces bois s'allongent énormément dans toutes les directions, et ils ont même des monstres aux extrémités. Nous apprenons qu'Aris excelle dans le bombardement, elle tire des missiles de formes diverses avec une précision inégalée. Elle produit un large éventail de projectiles adaptés à la situation et les tire. Tamaya ordonne à Aris d'utiliser ses grenades et sa puissance de feu maximale. Il veut que les villageois se sentent si désespérés qu'ils n'auront pas la volonté de contre-attaquer. Tamaya déclare qu'une fois que les survivants commenceront à se rendre, tout se passera sans accroc. Enfin, il dit à Aris de tirer, et elle lance ses missiles. Les innombrables missiles frappent le village, provoquant des explosions partout. Quand la poussière retombe, toute l'équipe est choquée de voir que le village était protégé par un bouclier. Tamaya réalise seulement maintenant que ce n'est pas une école ordinaire. Aris a dit qu'ils ne sont pas la masse impuissante qu'il pensait, qui survivrait à peine grâce au pouvoir d'un Keiju. Nous voyons que l'école modifiée a été activée, et le bouclier anti-Keiju est pleinement opérationnel. À l'intérieur de l'école, on dit à la chef que le bouclier anti-Keiju fonctionne comme prévu. Elle appelle cela un gaspillage d'énergie, mais on lui rappelle qu'ils ne peuvent pas se permettre de s'inquiéter de cela pour l'instant. Pendant ce temps,
Takemura est soulagé de voir que son appel à Tetsuo est enfin passé. La chef devient très sérieuse et déclare qu'il est temps pour eux de contre-attaquer. Dehors, Tamaya est toujours surpris de voir qu'ils ont un bouclier assez puissant pour bloquer le bombardement d'Aris. Le petit bonhomme jaune fait remarquer qu'un bouclier est une arme militaire, donc on ne comprend pas pourquoi une école en aurait un. Aris traite Makoto d'idiot et dit que la réponse est simple, quelqu'un a équipé l'école de technologie avancée. Quelqu'un a fait en sorte que le village soit prêt pour un combat de Keiju. D'après ce qu'il peut voir, cette personne planifie cela depuis des lustres. Aris pensait qu'ils allaient anéantir des civils endormis, mais un combat à mort est encore mieux. Il est sûr qu'ils seront des adversaires formidables, et Tamaya est d'accord avec lui. Sa supposition s'avère juste alors que l'école révèle qu'elle a ses propres missiles. Des tourelles et des lance-missiles apparaissent partout, et on dit à la chef qu'ils sont prêts à tirer. La chef dit qu'elle ne les traiterait pas comme des poids-plumes si elle était l'ennemi. Elle donne le signal de tirer, et leur contre-attaque commence. Les missiles volent droit vers les attaquants, mais Tamaya se sent insulté. Il se demande qui il se croit, et il utilise son missile multiple Love Bazooka. Les bois de son Keiju se brisent en centaines de projectiles, et il contre chaque missile. Tous les missiles du village ont été abattus, mais la chef dit simplement qu'ils vont continuer. Dehors, Aris s'amuse beaucoup car le centre commercial Mishima oppose une bonne résistance. Il dit à son Keiju d'attaquer, donc il se met à frapper le bouclier. Un des opérateurs panique car le bouclier est littéralement martelé. La chef lui rappelle de rester concentré et de continuer à riposter. Des tirs de tourelles et des missiles sont envoyés, mais Aris les esquive tous. Il dit aux villageois de profiter car, une fois qu'ils n'auront plus de bouclier ni de missiles, ils perdront tous la vie. Il est sûr qu'ils ne tiendront pas beaucoup plus longtemps, et il est ravi de devoir autant esquiver. Tamaya abat tous les missiles qui poursuivent Aris, et il dit qu'il s'amuse trop. Aris le traite d'idiot car ils vont gagner ce combat facilement. Pendant ce temps, Akaji et son Keiju sortent du sol, et Makoto et son Keiju sortent de sa coquille. Ils se défendaient contre l'attaque du village, mais la chef n'a pas encore fini. Elle dit, concentrez-vous à nouveau, et ordonne à ses hommes de tirer. Pendant ce temps, nous voyons que le colonel et le reste de son équipe approchent rapidement. Hatoshi explique qu'une fois qu'ils auront franchi la montagne devant eux, ils atteindront le centre commercial Mishima. Le colonel ne répond pas, et les autres sont surpris de voir que quelque chose le tracasse. Hercule s'arrête de courir car il souffre beaucoup, et le colonel s'écrie. Son Keiju crache du sang, et il devient très clair qu'il a subi beaucoup de dégâts. Hatoshi est complètement stupéfait car il n'arrive pas à croire que le coup de l'attaque de Tetsuo ait infligé autant de dégâts. Hercule souffre beaucoup, alors le colonel fait une colère. Il crie qu'il était sûr de pouvoir éliminer Tetsuo, et il continue à jurer, incrédule. Hatoshi dit à Yuma que, quand la colère du colonel sera passée, ils se rendront eux-mêmes au centre commercial Mishima. Il lui rappelle que Hercule peut se remettre immédiatement de blessures qui prendraient 3 jours à d'autres Keiju. Il sera plus durable, plus vif et plus meurtrier. Pendant ce temps, Tetsuo est surpris d'apprendre l'existence d'un drone de reconnaissance à haute altitude qui a tout observé. Il appartient au centre commercial et s'appelle Suzu. Takamura explique que ses batteries ne tiendront pas beaucoup plus longtemps, mais il peut chercher des gens depuis le centre commercial dans les montagnes en volant très haut dans le ciel. Suzu est le nom de la mère de Hagan, et c'était à l'origine son idée. Après son décès, il a été développé par le chef du département technologique. Suzu disait toujours qu'avec sa fille qui essayait toujours de s'échapper du centre commercial dans son dos, une machine capable de la chercher serait utile. Même le bouclier qui protège le village en ce moment a été construit par le chef du département technologique et la mère de Hagan. Un bref flashback montre que Takamura s'est réveillé et a trouvé la lettre que Hagan lui avait laissée. Il a été choqué d'apprendre que Hagan allait se venger, alors il a envoyé Suzu pour la chercher. C'est alors qu'il a trouvé Tetsuo en combat contre Hercule, et il était sûr que Hagan était avec lui. Grâce à cela, ils ont vu les attaquants approcher. Takamura l'a montré à la chef, et elle a pu réagir à temps. Elle a ordonné que tout le monde soit réveillé pour qu'ils puissent évacuer. Cela leur a également donné assez de temps pour faire des préparatifs avec leurs armes anti-Keiju. De retour au présent, Takamura est sûr que c'est une coïncidence si Hagan a choisi ce soir pour se venger. Cependant, grâce à elle, ils ont pu activer le bouclier à temps. Il rappelle à Hagan qu'ils ont sa mère de leur côté, et elle devient émue. Takamura leur dit alors de ne pas venir au centre commercial, mais Tetsuo se demande si c'est vraiment une bonne idée. Takamura dit que ça va car tout le monde a évacué. Ils descendent vers le laboratoire de recherche numéro 1, qui était utilisé par le département technologique il y a des années. On y accède en descendant un énorme trou, et Takamura lui envoie les coordonnées. Il explique que c'est un site d'évacuation pour les urgences comme celle-ci. Tout le monde évacue par le passage que Lando a creusé, et Takamura veut que tous les 3 les rejoignent. Tetsuo s'y dirige, et il se demande à quel genre de danger ils sont confrontés. Yukio a mal compris aussi, alors il demande combien d'ennemis se dirigent vers le site d'évacuation. Il suppose qu'ils y vont pour protéger les évacués d'une attaque, mais ce n'est pas le cas.
Takamura lui dit qu'il les envoie là-bas uniquement parce qu'ils vont aussi évacuer. Nos héros sont choqués car l'idée de s'enfuir eux-mêmes ne leur a jamais traversé l'esprit. Takamura n'arrive pas à croire qu'il prévoyait de continuer à se battre car, même lui, peut voir qu'ils sont tous amochés. Il dit que même le visage de Tetsuo a l'air d'avoir subi des dégâts d'un combat intense, mais Yukio révèle que Tetsuo pleurait juste après que l'ennemi lui ait dit de mourir. Takamura est choqué d'apprendre qu'il a parlé à l'ennemi, et il dit que tout le monde souffre de différentes manières. La chef leur ordonne d'arrêter de bavarder et dit à nos 3 héros d'évacuer. Leur communication prend fin, et Takamura fait remarquer que c'était la première fois que la chef parlait à Tetsuo. La chef faisait autrefois partie de son quotidien, alors Takamura se demande s'il aurait dû le dire à Tetsuo. La chef ne répond pas, et elle se demande simplement comment se passe l'évacuation. On lui dit que l'évacuation va très vite, 90% des résidents sont déjà descendus dans le passage souterrain. Les 10% restants sont encore dans l'école. La chef sait qu'ils n'arriveront pas à temps car la réserve d'énergie qui maintient le bouclier est presque épuisée. Comme elle le craignait, leur énergie s'épuise et le bouclier s'arrête. L'équipe de VRD regarde le village sombrer dans le noir, et Harris affronte la chef avec son Keiju. Il détruit le dispositif qui créait le bouclier, et il nargue le village de ne plus l'avoir. La chef est furieuse alors qu'elle explique que c'était leur précieuse électricité générée par Land, qu'ils ont stockée pendant plusieurs années. Harris ne peut pas les entendre à l'intérieur, mais il dit que s'ils ont des derniers mots, ils devraient les dire. Il explique qu'il va simplement lire sur leurs lèvres, mais il se demande s'ils ont un lecteur de lèvres de leur côté. La chef reçoit le message, alors elle rend la tâche très facile pour qu'il lise sur ses lèvres. Elle déclare qu'elle n'a rien à dire, et elle l'appelle d'un très gros mot. Harris est ravi de son attitude directe, et il se demande si la vieille femme est une ancienne militaire. Harris appelle tout le monde dans la pièce ses otages, et il leur dit de rester tranquilles. Ce qu'ils font n'est pas personnel, c'est juste un travail qu'ils doivent accomplir pour que leur rêve se réalise. Il explique qu'ils ont entendu dire que le Keiju enflammé est sous terre, et ils vont le prendre. Pendant ce temps, nous voyons que Suzu observe toujours tout ce qui se passe. Hercule est toujours en train de récupérer, et Tetsuo est arrivé au site d'évacuation. Pendant ce temps, Furamaki est contrarié contre lui-même d'être tombé dans une crevasse en essayant de revenir au centre commercial. La chef vient de lui parler, donc il sait qu'il n'y a pas de temps pour cela car le centre commercial est attaqué par des Keiju. Furamaki continue de s'en vouloir, mais Shindo lui dit que n'importe qui paniquerait dans cette situation. Elle dit qu'ils se rendront au site d'évacuation à pied et lui assure que le centre commercial ira bien. La raison en est que leur sauveur, Ao, est déjà en chemin. Nous voyons qu'Ao est furieuse alors qu'elle court à pleine vitesse pour rentrer chez elle. Elle se traite d'idiote encore et encore pour avoir laissé le centre commercial sans garde. Elle dit que sa capacité à se connecter avec Lando et son corps presque semblable à un Keiju ne servent à rien si elle ne peut pas protéger le centre commercial. Elle se dit rapidement de se calmer car le centre commercial a des adultes fiables qui sont déjà sur place. Ses cheveux se transforment en flammes alors qu'elle approche du village. Elle arrive à porter et crie pour que Lando se réveille. L'équipe de VRD est choquée de la voir apparaître, et il remarque ses cheveux blancs. Harris se demande si elle est bien celle qu'il pense, et il aura bientôt sa réponse. Lando entend un cri et se réveille de son sommeil. Akagi sent qu'il devient chaud sous terre, et une flamme géante jaillit à la surface. La lumière de la flamme est aveuglante, et la chaleur est torride. Harris ne peut s'empêcher d'être submergé, et il n'a pas de mots pour décrire ce qu'il voit. Ao déclare qu'ils ont travaillé très dur pour construire la paix dans ce centre commercial, et elle est furieuse que les attaquants essaient de lui faire du mal. Elle dit que ce n'est pas le moment pour les humains de se battre entre eux, et elle libère une énorme quantité de puissance. Elle crie le nom de Lando, et il commence son attaque. Harris dit qu'ils ne peuvent pas l'attaquer parce qu'il a des otages, mais il est choqué de voir qu'ils ont disparu. Il se réconforte néanmoins du fait qu'ils sont 3 contre 1. Il décide de simplement détruire le Keiju enflammé pour pouvoir le ramener chez lui. Harris dit à son propre Keiju d'avancer et déclare qu'ils vont avoir un combat aérien de Keiju. Ao ne recule pas un seul instant, et elle se précipite droit sur lui. À l'intérieur de l'école, tout le monde se demande si l'ennemi est parti. Le chef vérifie les images du drone et confirme que tous les ennemis se sont dirigés vers Ao. Pendant ce temps, Tamaya rappelle aux autres membres de VRD qu'ils ont toujours l'avantage. Leur objectif est de vaincre le Keiju flamboyant, alors ils commencent leur attaque. Ao réalise qu'ils sont en difficulté parce que l'ennemi peut attaquer à distance. Cela ne s'avère qu'une distraction, cependant, car Harris porte une attaque depuis derrière eux. Ils tombent au sol, et Harris se moque d'eux en disant qu'ils s'enfoncent davantage à cause de la chaleur corporelle du Keiju flamboyant. Le petit bonhomme jaune revendique la victoire, mais Tamaya fait remarquer que ce n'est pas fini. Il veut une victoire nette et rappelle à tous que c'est 3 contre 1. Harris déclare qu'ils vont prendre le Keiju flamboyant, et rien ne les arrêtera. Le village ne durera pas longtemps sans sa source de chaleur, mais il dit qu'ils devront faire ce sacrifice. Il annonce que VRD sauvera le monde, et le chef est choqué d'entendre ce nom. Le chef vient seulement de reconnaître l'écusson que porte l'ennemi. On peut y lire « 2400 brigades VRD ».
Elle se souvient avoir entendu des rumeurs sur cette unité pendant son séjour à Erd. Elle était dirigée par un homme nommé Sagami, qui était connu comme un bon soldat. Il venait d'une bonne famille, était aimé de ses camarades, et il a été décoré pour de nombreux exploits. On parlait de lui de manière extrêmement positive dans les rangs d'Erdais. Même lorsqu'il gravissait les échelons à une vitesse absurde, même lorsque ses supérieurs directs et ses opposants mouraient mystérieusement dans des circonstances suspectes, personne n'en faisait grand bruit. Au bout d'un moment, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Sagami cherchait à s'en prendre au sauveur. Il y avait aussi des murmures parmi les hauts gradés d'Erdais selon lesquels une faction anti-Tetsuo grandissait et que, dans les coulisses, le mouvement prenait une réelle ampleur. Peu après, le projet VRD de Sagami fut officiellement approuvé. Le but de Sagami était de créer une brigade de sauveurs composée d'enfants ayant obtenu des scores comparables à ceux de Tatsuo lors des tests de potentiel inexploité. Il a recruté des athlètes d'élite, des enfants de familles nobles et des orphelins. Certains camarades du chef auraient entendu Sagami dire que peu lui importait qui ce serait, quelqu'un devait juste faire de lui le sauveur. Le chef est vraiment stressé car elle devine que Sagami va poser un vrai problème. Dehors, Ao et Lando se remettent de la dernière attaque. Ao fait remarquer qu'ils combattent 3 Keiju, et ce ne sont que ceux qui sont là maintenant. C'est 1 contre 3, mais leur seule option est de les vaincre eux-mêmes. Le chef avait un jour averti Ao à propos de ce qu'elle appelait la malveillance irrationnelle, et lui avait dit que la malveillance, c'est comme la pluie, elle tombe sur tout le monde. On peut l'éviter ou se mouiller, mais il ne faut jamais changer qui l'on est. Ao se rappelle qu'elle est celle qui protège tout le monde, et elle déclare qu'elle abattra les 3. Les flammes de Lando éclairent à nouveau le ciel, et les ennemis se disent de se préparer à ce qu'il émerge. Ils sont choqués, cependant, lorsqu'ils réalisent qu'il ne sort pas. Au lieu de cela, il fait fondre la glace souterraine et crée un trou latéral. Il vole droit vers Makoto, et ce dernier commence à paniquer. Il n'a aucun moyen d'attraper le Keiju sous terre, mais il se rappelle que son Keiju est presque guéri. Il est presque revenu à la normale, donc il peut maintenant produire des tonnes de fumée. L'attaque de son Keiju s'appelle la Birus, et elle produit un type de fumée spéciale. Elle couvre toute la zone, et elle donne à Ao et Lando une sensation de grande lourdeur. Nous apprenons que le Keiju de Makoto s'appelle Hephaestus. Sa compétence consiste à manipuler les panaches de fumée qu'il expire et à placer une supergravité sous cette fumée. Malheureusement pour Makoto, cela ne suffit pas à arrêter Lando. Les flammes de Lando jaillissent du sol, et Makoto ne peut que se demander ce qui se passe. Ao déclare que c'est un ennemi à terre, et elle libère plus de flammes. Hephaestus est consumé par le feu, et les autres appellent Makoto. Dans sa rage, Tamaya parvient à porter une attaque sur Ao, mais cela ne fait que contrarier Lando. Il libère une attaque de feu dévastatrice et déclare que c'est 2 ennemis à terre. Harris réalise que ce combat n'a rien à voir avec ce que fait Ao. Ils sont simplement surpassés par les dégâts incroyables du Keiju flamboyant. Il n'a jamais vu un Keiju aussi puissant auparavant, et il dit que c'est du calibre d'un super Keiju. De retour avec nos héros, nous voyons qu'ils sont arrivés sur le site d'évacuation. Hagan retrouve son petit frère, et les gars remercient Tetsuo. Ils ont entendu comment il s'est battu pour tout le monde, et tout le monde est très reconnaissant. Un regard autour montre que tout le monde fait de son mieux pour s'en sortir dans cette situation. Tatsuo ne peut s'empêcher de se demander s'il a vraiment sa place ici. Il a perdu le combat, et il repense à ce que son père a dit, qu'il avait de la valeur parce qu'il peut vaincre les Keiju. Tetsuo remarque que le plafond de glace est assez mince, et il se demande comment il défendra tout le monde s'ils sont attaqués. Il s'avère que Yukio pense exactement à la même chose, et il s'excuse car ils ne sont pas censés combattre l'ennemi dans leur état. Juste à ce moment, il remarque de la ferraille et un four électrique à proximité. Il y a même une imprimante 3D géante et des pièces d'un robot de la série Snowman. L'un des jumeaux explique que ces éléments sont désignés comme des matériaux, et que c'est le premier chef du département technique qui a construit cette machine. Il a dit que si vous faites fondre la ferraille, elle sortira par les tubes de l'imprimante 3D. Personne ne sait si cela fonctionne car il n'y a pas eu d'électricité dans ce vieux laboratoire depuis très longtemps. Cette machine consomme beaucoup trop d'énergie, donc elle n'a été utilisée qu'une seule fois. Hagan devine immédiatement que Tetsuo prévoit d'allumer la machine et de réparer Yukio pour qu'il puisse retourner au combat. Elle a raison, mais Tetsuo panique quand il pense à ce que Sagami lui a dit. Les jumeaux font remarquer qu'il sera impossible de faire fonctionner la machine sans électricité. Yukio explique qu'il peut pirater le système et utiliser ce qui reste de sa propre énergie pour alimenter l'imprimante. Cependant, le problème est que cela épuiserait l'énergie dont ils ont besoin pour le combat. Juste alors, un gars dit aux jumeaux d'arrêter de déconner et de se mettre au travail. Il a pédalé sur un vélo générateur d'urgence pour produire de l'électricité, mais personne ne l'aide. Il rappelle aux jumeaux qu'il y a plein de vélos générateurs, et qu'il a besoin de leur aide. Les jumeaux sourient immédiatement en ayant une idée. Nous voyons ensuite le gars pédaler comme si sa vie en dépendait alors qu'il était sur le point de faire une pause. Les autres l'aident également alors qu'ils essaient de générer plus d'électricité pour activer la machine. La nouvelle se répand sur ce qu'ils essaient de faire, donc encore plus de villageois arrivent pour aider.
Avec l'énergie de Yukio combinée à l'électricité générée par toutes ces personnes, l'imprimante 3D reprend vie. La machine commence à imprimer, et Tetsuo déclare que Yukio sera réparé. Tetsuo dit à Yukio de garder les nouvelles pièces au minimum tout en fouillant dans les pièces mises au rebut. Yukio dit que c'est une excellente idée, et il se chargera lui-même de la conception. Tout le monde continue de pédaler, et Tetsuo se demande si cela va vraiment fonctionner. Pendant ce temps, Takimura célèbre après avoir vu Kao a abattu 2 ennemis. Il n'en reste qu'un, mais c'est un Haris très puissant. Il fait tomber Ao du ciel et déclare que c'est sa chance. Ils sont tous les deux au sol maintenant, et il appelle son Keiju par son nom. Sa compétence de Keiju lui permet d'échanger sa capacité de vol contre une force physique extrêmement renforcée. En prime, cela améliore également sa résistance à la chaleur. Le Keiju devient énorme et déchaîne sa première attaque. Haris déclare que ce coup frappera leur adversaire avant qu'il n'ait le temps de réagir. Il revendique déjà la victoire et dit qu'ils vont réaliser leur rêve. Malheureusement pour lui, il est stupéfait lorsque Lando commence à faire quelque chose. Il est sans voix alors que le Keiju flamboyant commence à rassembler ses flammes en un seul endroit. Il s'avère que la compétence de Lando est de manipuler une énergie thermique unique. La concentrer ainsi augmente sa puissance de feu en continu. Ao annonce que cette attaque s'appelle « Enfant du Soleil ». L'attaque semble minuscule au début, mais l'énergie condensée implose à l'intérieur du Keiju d'Haris, et la destruction massive est visible à des kilomètres à la ronde. Le Keiju d'Haris est absolument anéanti jusqu'à ce que Takimura déclare qu'Ao et Lando sont les vainqueurs. Leur célébration ne dure pas très longtemps, car le reste des membres de VRD se téléportent devant eux. Sagami dit que c'est échec et mat, et Hercule coupe le bras de Lando. Ao ressent elle-même la douleur et crie d'agonie. Sagami dit à Hercule de faire attention car s'il taille dans le cœur du Keiju flamboyant, ils mettront fin à sa vie. Lando avertit Ao que ce Keiju est d'un tout autre niveau que les autres. Il n'abandonne pas, cependant, et il prépare sa propre attaque. Lando déclare que s'ils veulent gagner, ils devront contre-attaquer immédiatement. La bête est tout simplement trop puissante, et elle porte une contre-attaque en un clin d'œil. Lando détermine que les chances sont contre eux au corps à corps. Sa seule option sera de viser l'humain et de le bombarder avec ses flammes. Il espère qu'ils pourront effrayer le dompteur de Keiju pour qu'il batte en retraite de lui-même. Lando libère ses flammes, mais Ao est choqué de voir que Sagami a disparu. Il a été téléporté dans la gueule de son Keiju, là où les flammes ne peuvent atteindre. Sagami ne perd pas une seconde et fait transpercer le Keiju flamboyant par Hercule. Il fait remarquer que leurs flammes ne sont pas du tout suffisantes pour arrêter Hercule. Hercule enchaîne les coups de poing, et Ao n'arrive pas à croire qu'ils aient percé leur plan à jour. Ils ont vu chacune de leurs attaques arriver, et Ao ne peut que se demander comment ils font. Lando reçoit une raclée absolue, mais il a quand même une idée. Il dit à Ao d'utiliser « Enfant du Soleil ». Elle doit faire sortir les flammes d'une manière ou d'une autre et frapper Hercule. Ao refuse et lui rappelle qu'ils doivent être concentrés pour utiliser cette attaque. Juste à ce moment, elle est stupéfaite que Sagami soit capable de prédire ses mots exacts. Sagami dit qu'il ne les achèvera pas tout de suite parce qu'il veut se venger de ses subordonnés. Il jure de les tourmenter jusqu'à ce qu'ils soient à 2 doigts de la mort. Hercule enchaîne les coups de poing jusqu'à ce que Lando soit projeté. Ao a subi de sérieux dégâts, et les autres sont horrifiés de voir à quel point ils se font battre. Hercule attrape Ao, et Sagami dit qu'ils ne peuvent pas la laisser tomber. Otoshi se téléporte, et il est ravi de voir que tout se passe bien. Ils ont le Keiju flamboyant maintenant, donc ils pourront infiltrer la région arctique de Tokyo. Ils vaincront le variant humanoïde qui a anéanti la Terre, et ils seront connus comme les sauveurs. Juste alors, Ao traite Sagami de méchant, et cela déclenche un souvenir. C'est en 2031 à la base Erd numéro 4. L'évaluation de qualification de pilote de robot de combat de Sagami est revenue avec une note B+, pas le score d'élite dont il avait besoin. Malgré cela, il a refusé d'abandonner son rêve. Les enfants de son groupe VRD étaient excités de voir un robot Snowman dans le ciel. Ils se demandaient s'ils deviendraient les sauveurs s'ils vainquaient des tas et des tas de Keiju. Sagami a dit que oui, et il leur a dit qu'ils construisaient leur machine en ce moment même. Il a dit que leur projet VRD était opérationnel et qu'ils n'avaient plus à s'inquiéter de Tetsuo. Sagami était sûr qu'avec ses enfants et les nouvelles machines, il deviendrait le nouveau sauveur. Nous voyons aussi à quel point il a été choqué lorsqu'on lui a montré le plan tactique de la bataille finale. De retour au présent, Sagami dit à Ao qu'il aime bien être traité de méchant. Il se demande si quelqu'un qui a véritablement des idéaux peut se permettre d'être pointilleux sur ses méthodes. Juste alors, il manque de se faire tirer au visage, et nous voyons que les autres sont arrivés. Le chef a manqué sa cible, alors elle fait remarquer qu'elle n'est pas douée avec les armes à feu. Otoshi téléporte Hermès pour les défendre, et le chef constate que les balles ne leur font rien. Hermès se précipite pour mettre fin à leur jour, mais Tetsuo et Yukio sortent de nulle part pour les sauver. Ils ont écrasé Hermès d'un seul coup, donc Otoshi est également éliminé. Tout le monde regarde incrédule, et Takamura déclare qu'ils sont les véritables sauveurs. Un retour en arrière juste avant que Tetsuo ne quitte le laboratoire montre Yukio se demandant si Tetsuo était vraiment prêt à se battre. Il a fait remarquer que leur adversaire serait Sagami, qui a dit qu'il voulait que Tetsuo meure.
Tetsuo a révélé qu'il avait pris conscience de quelque chose. Récemment, plus que jamais auparavant, Tetsuo était capable de voir chaque personne clairement. La seule raison pour laquelle il pouvait le faire était qu'il avait ouvert son cœur et essayé de se faire des amis. C'est pourquoi Tetsuo a décidé que ce n'est pas parce qu'il a été blessé une fois qu'il doit refermer son cœur. S'il le refermait, il finirait probablement par exclure tout le monde. Il ne voulait pas cela, alors il a choisi de continuer à avancer. De retour au présent, Sagami n'arrive pas à croire que Tetsuo ait vraiment réparé Yukio. Il remercie les dieux du ciel car ils viennent de lui donner une autre chance de mettre fin à la vie de Tetsuo. Il se prépare au combat, et Yukio dit qu'il a trouvé un bon corps de robot dans le tas de ferraille. C'était un snowman numéro 16, et son concept est une forteresse unité unique. Yukio se transforme avec son nouveau bras, et il appelle cela le « rempart boule de neige ». Tetsuo devient très sérieux en déclarant que ce sera son premier vrai combat contre un autre humain. Yukio prend la pause et exige qu'Hercule libère Ao. Tetsuo devient furieux en regardant ses amis blessés. Les autres sont heureux de voir que les héros sont arrivés, mais le chef leur demande de regarder Yukio de plus près. Elle fait remarquer qu'il est gravement endommagé, et qu'il compte sur une solution de fortune avec un bras de récupération fixé sur un corps brisé. Elle est frustrée parce que leur seule option est de compter sur eux pour se battre, même dans leur état. Elle aimerait pouvoir faire plus, et elle se traite de pathétique. Pendant ce temps, tout le monde sur le site d'évacuation assiste au combat. Ils réalisent qu'ils ont juste fixé une pièce d'une épave sur Yukio, et ils se demandent s'ils peuvent vraiment se battre ainsi. Hagan est très inquiète, alors elle prie pour que nos héros gagnent. Pendant ce temps, le colonel est très jaloux de Yukio. Il est revenu sur les lieux après avoir réparé son robot à moitié détruit, et il ne pourrait pas être plus semblable à un sauveur. À voix haute, cependant, il se moque de Tetsuo pour avoir fixé un bras droit fabriqué à partir de ferraille sur un corps brisé. Il réalise qu'avoir les mains pleines ne suffira pas, alors il a une idée. Il se rend sur une hauteur et dit à Tetsuo qu'ils se battront ici. Yuma dit au colonel que Otoashi a rassemblé tous leurs coéquipiers blessés. Leurs Keiju sont morts, ce qui les a fait perdre connaissance, mais ils sont toujours en vie. Yuma dit qu'elle a un pistolet et qu'elle est prête à se battre à tout moment. Sagami ne veut pas qu'elle se batte parce que son travail sera de surveiller Otoashi et le Keiju flamboyant. Il déclare ensuite qu'il va mettre fin à la vie de Tetsuo. Il dit que c'est dommage parce qu'il ne pourra pas garder le robot de Tetsuo. Cependant, il est sûr que tant qu'il aura Hercule à la fin du grand gel, il sortira vainqueur. Juste à ce moment, il se souvient qu'il ne peut pas laisser le pilote du Keiju flamboyant reprendre conscience. Il décide de lui briser quelques os, alors il l'écrase. Tetsuo se précipite, furieux, alors Sagami laisse tomber Ao pour bloquer son attaque. Hercule repousse Yukio, et les villageois n'en croient pas sa force. Tetsuo dit à Yukio que ça va, et il promet de faire payer à Sagami pour Ao. Sagami est pris au dépourvu car il sent une pression émaner de nos héros. Tetsuo et Yukio se précipitent, et Sagami remarque qu'ils utilisent le réacteur sur leur bras droit pour se propulser vers l'avant. Hercule les esquive bien, mais nos héros ont une nouvelle arme appelée la Tomahawk bonhomme de neige. Ils visent le cou du Keiju, mais ils bloquent l'attaque. Nos héros parviennent à dominer Hercule, et Sagami n'en croit pas que leur vitesse supplémentaire ait rendu le coup plus fort. Le Keiju esquive l'attaque suivante, mais nos héros l'avaient anticipé. La première attaque a déséquilibré Hercule, donc ils savaient qu'il esquiverait la suivante en reculant. Ils révèlent que leur Tomahawk peut s'allonger, ce qui force le Keiju à esquiver encore plus loin. Cela donne à nos héros l'ouverture qu'ils attendaient. Ils utilisent leurs poings propulsés par réaction au moment parfait, mais Hercule parvient encore à esquiver. Sagami réalise qu'ils ont eu de la chance, ils n'ont esquivé cette attaque que parce qu'Hercule a 4 pattes. Hercule crée plus de distance, mais Tetsuo ne le permet pas. Il dit à Yukio de le ramener, alors Yukio rappelle sa Tomahawk. La lame tranche l'arrière de la tête d'Hercule, et Sagami comprend enfin à quel point ce nouveau Yukio est puissant. Yukio profite de ce moment pour admettre qu'ils n'ont pas gagné tous les combats de Keiju qu'ils ont jamais menés. Cependant, il dit aussi qu'ils n'ont jamais perdu 2 fois. Sagami est choqué de voir qu'ils ont en quelque sorte amélioré leur style de combat. Il réalise que même s'il parvient à esquiver une attaque, la suivante l'attendra. S'il fait un seul mauvais mouvement, sa vie prendra fin. Sagami devient encore plus jaloux parce que Tetsuo se bat tout en élaborant un plan de combat génial. Il n'a d'autre choix que d'accepter que c'est à cela que ressemble un vrai sauveur. Alors que Sagami s'effondre, Tetsuo et Yukio atterrissent un autre coup de poing. Ils activent leur réacteur au tout dernier moment, et cela envoie Hercule voler. Les mâchoires se décrochent partout alors que les villageois célèbrent la domination absolue des héros. Cependant, la poussière commence à se dissiper, et nos héros sont choqués par ce qu'ils voient. Sagami admet que sans la posture de prédation et sans ses pouvoirs surnaturels, il ne pourrait pas battre Tetsuo. Il dit que pour son bonheur, il possède ces choses, et nous voyons qu'Hercule a une bouche géante dans sa partie médiane. Yukio réalise qu'ils sont en difficulté, et Sagami jure de mettre fin à la vie de Tetsuo. Yukio évite de justesse de se faire écraser le bras, et nos héros se ruent à nouveau dans le combat. Cette fois, quand Yukio utilise sa Tomahawk,
Hercule parvient à l'attraper au vol. Les villageois sont horrifiés car ils comprennent qu'Hercule va tirer Yukio vers lui. Hercule essaie de les tirer vers l'avant, mais Yukio coupe plutôt sa tomahawk. Les villageois sont émerveillés quand Yukio utilise un coup de tête, mais nous voyons qu'Hercule l'évite. Sagami est impressionné par nos héros car ils ont utilisé une attaque à coups multiples pour obtenir une position favorable. Il admet que ce serait un coup direct, mais seulement pour quelqu'un d'autre que lui. Yukio lance une salve de coups de poing, mais Hercule parvient à bloquer chaque coup. Finalement, il place une contre-attaque, et Tetsuo réalise quelque chose. Il a observé Hercule de près, et il est sûr que le Keiju connaît ses mouvements à l'avance. C'est comme si Hercule voyait l'avenir, et Yukio se demande si c'est son pouvoir surnaturel. Tetsuo détermine que si les choses continuent ainsi, ils perdront sur les caractéristiques techniques. Alors qu'ils se font battre, Tetsuo donne un ordre surprenant à Yukio. Il lui dit d'afficher tous les journaux du Keiju devant lui. Il veut qu'ils soient tous lus en même temps avec une transparence de 50%. Son plan est d'analyser le pouvoir surnaturel du Keiju tout en se battant. Yukio dit que c'est risqué, mais si quelqu'un peut le faire, c'est bien Tetsuo. Sagami l'entend, et le comportement de sauveur de Tetsuo l'énerve encore plus. Il est prêt à ce que ce combat se termine, alors il dit à Hercule d'utiliser la posture de prédation. Cela révèle le fonctionnement de leur capacité, alors que nous voyons Sagami à l'intérieur de l'esprit d'Hercule, il regarde des fragments de possibilités qui peuvent arriver dans le futur. Il y en a des tonnes, et il analyse chacun soigneusement. Il s'avère que la capacité du Keiju crée un miroir qui lui montre le futur quelques secondes à l'avance. Comme seules les propres actions de Sagami ne sont pas confirmées, le miroir se brise en autant de morceaux qu'il y a d'options disponibles pour lui. Cela lui donne essentiellement une anti-sèche pour l'avenir. Sagami regarde les fragments et voit qu'une option le mènera à être touché par le manche de la hache s'il esquive à gauche. Sa meilleure option est d'avancer de 1,3 pas, alors il la sélectionne. Sélectionner ce fragment le brise en encore plus de fragments, lui permettant de voir ce qui se passe ensuite. Grâce à cela, Sagami peut décider quel mouvement faire après avoir vu l'impact que ses actions auront sur l'avenir. S'il y a ne serait-ce qu'une infime chance de gagner, Sagami continuera de choisir le bon mouvement et gagnera à coup sûr. Juste à ce moment, Sagami crache du sang. Il s'avère que regarder à plus de 10 secondes dans le futur lui coûte cher physiquement. Sagami refuse d'abandonner, alors il essaie de dépasser les 10 secondes. Il explore chaque branche du futur à la recherche d'un échec et mat, mais il n'en trouve pas. Son corps se détruit alors qu'il continue de chercher, et il refuse de s'arrêter. Il déclare qu'il continuera de chercher jusqu'à trouver un mouvement gagnant, peu importe le nombre de secondes nécessaires. Il refuse absolument d'accepter que Tetsuo ne puisse pas être tué. Aux yeux de Sagami, Tetsuo a toujours été l'adversaire qu'il doit surpasser, même au prix de sa propre vie. Il est convaincu que la seule chance de victoire de Tetsuo est que son cerveau grille avant qu'il ne puisse trouver le mouvement parfait. Leur combat continue, et Tetsuo lance une autre salve d'attaque. Tetsuo se dit de rester calme et de continuer à analyser. Certaines de ses attaques touchent pour une raison quelconque, alors il se dit d'examiner attentivement les mouvements du Keiju. Tetsuo est déterminé à comprendre pourquoi certains coups de poing passent alors que d'autres non. Juste alors, Hercule utilise l'un des coups de poing de Tetsuo comme tremplin et saute dans le ciel. Sagami exulte car il a enfin trouvé son mouvement gagnant. C'est à 74 secondes dans le futur, et c'est définitivement une victoire confirmée. Hercule commence à riposter, et Tetsuo est submergé. Nos héros s'écrasent au sol, et Sagami annonce qu'il ne reste que 50 secondes. Yukio essaie de riposter avec un coup de poing allongé, mais Hercule l'a vu venir. Sagami déclare que tout ce qu'ils font est inutile car ils sont déjà sur le chemin de la mort. Les villageois sont horrifiés alors qu'Hercule s'approche pour porter le coup final. Soudain, quelque chose sort de nulle part pour arrêter l'attaque. Tout le monde est choqué en réalisant que c'était Suzu, et ils se demandent qui la contrôlait. Malheureusement, la caméra est endommagée, donc les villageois ne peuvent plus regarder le combat. Hagan explique que les commandes de pilotage de Suzu ont été transférées au conseil du centre commercial Mishima. Un regard à l'intérieur révèle que ce sont les amis d'Ao qui ont pris le contrôle. Ils sont furieux de ce qu'Hercule a fait à Ao, alors ils ont juré de se venger. Le combat continue, et Sagami est déçu de lui-même d'avoir fait un mouvement. Le combat a changé, alors il doit reconsulter ses fragments. Quand il le fait, il est soulagé de voir que le futur auquel il arrive n'est pas différent. Le combat se terminera par lui tranchant la tête de Yukio. Le combat continue, et il ne reste que 10 secondes. Pendant ce temps, Tetsuo réfléchit à la façon dont ce drone vient d'attaquer et Sagami n'a pas pu le contrer. Il se demande pourquoi et commence à formuler une hypothèse. Tetsuo pense qu'il sait peut-être comment fonctionne le pouvoir du Keiju, mais il ne peut pas le dire à voix haute, sinon ils le découvriront. Sagami continue son attaque, et il compte les 3 dernières secondes. Il dit à Tetsuo de se rendre, et il s'approche pour trancher la tête de Yukio. Juste à ce moment, Yukio est complètement stupéfait alors que Tetsuo lâche les commandes. Yukio craint ce qui va arriver, mais Tetsuo est sûr qu'il saura quoi faire. Sagami avance avec confiance pour mettre fin au combat, mais il est choqué quand Yukio esquive.
Il est stupéfait de voir que sa prédiction était fausse, et il se demande ce qui s'est passé. Rien de tout cela n'a de sens car Tetsuo ne contrôle même pas le robot. Tetsuo révèle alors ce qu'il a réalisé en analysant les attaques. Sur les centaines de coups échangés, seulement 2 ont touché le Keiju. Tetsuo était sûr qu'Hercule connaissait ses mouvements avant même qu'il ne les fasse. Cependant, ces 2 attaques qui ont touché lui ont permis de déterminer ce qu'Hercule ne pouvait pas voir. Ces 2 touches étaient l'attaque du drone et l'attaque spontanée de Yukio lors de leur première rencontre. Tetsuo a déterminé que les attaques qu'Hercule ne peut pas voir sont celles qui proviennent de sources inorganiques. Tout ce qu'il peut voir, ce sont les actions d'un être vivant. Cela signifiait que Sagami prêtait une attention particulière aux mouvements que Tetsuo utilisait pour contrôler Yukio, les mouvements de ses doigts sur les commandes et ceux de ses pieds sur les pédales. Une fois que Tetsuo a compris cela, il a su ce qu'il devait faire. Yukio se pilotant lui-même était la seule façon de gagner le combat. Nous voyons que Yukio a verrouillé les commandes au moment parfait, et qu'il a maintenant le contrôle. Yukio porte une attaque dévastatrice, et Hercule subit des dégâts critiques. Sagami ne comprend pas ce qui se passe, mais il peut dire que Tetsuo ne contrôle plus le robot. Il essaie d'anticiper leur prochain mouvement, mais cela ne sert à rien. Ils sont touchés à nouveau, et Sagami réalise enfin que Yukio se pilote lui-même. Même à cet instant, alors que tout s'effondre, tout ce à quoi Sagami peut penser, c'est qu'il va devenir un sauveur. Il tente une dernière attaque, mais Tetsuo reprend le contrôle de Yukio et l'esquive. Tetsuo remercie Yukio et dit qu'avec les dégâts qu'il a infligés, ils s'en sortiront maintenant. Peu importe si Sagami peut encore prédire ses mouvements car le combat est terminé. Sagami ordonne à Hercule de bouger, et il cherche désespérément dans le futur une issue. Malheureusement pour lui, peu importe le nombre de branches qu'il vérifie, il n'y a pas une seule issue. Le colonel crie à Tetsuo de mourir, et Yukio est très inquiet. La dernière fois que Tetsuo a entendu ces mots, il s'est effondré. Tetsuo dit à Yukio que ça va parce que c'est une blessure à laquelle il peut faire face. Au lieu de laisser ce sentiment le briser, il jure de faire exactement ressentir cette sensation à Sagami. Tetsuo crie alors qu'il libère toute sa rage, et Sagami lui crie en retour. Ils se précipitent l'un vers l'autre, et tous ceux qui regardent deviennent silencieux. Tetsuo dit à Sagami de ne plus jamais refaire ce qu'il a fait, et il active son attaque maîtresse du style de l'épée sale. Elle s'appelle Torm Azul, et elle découpe Hercule en morceaux. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif.